Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Rien. À voir. Rien. À voir. Il n'y a rien à voir, deuxième épisode de la saison qui démarre. Une équipe, on peut le dire d'emblée comme ça pour que le tableau soit dressé, dans les starting blocks. Salut tout le monde. Salut Cédric. Voilà, comme d'habitude maintenant, eh bien, autour de la table pour m'accompagner pour cette émission, Pierre, Victor, Alexis, on fait un tour de table dans quelques instants pour évoquer les sujets du jour. Et il y a un sujet qui va être un petit peu fil rouge aujourd'hui, vous allez voir ça. Voilà, c'était une petite update de fin de jingle. J'ai vu les... Je trouve que le rire n'était pas très bien placé. Là, pour le coup. En plus, parler de fil rouge et continuer avec un rire comme ça... Attends. Il faut vraiment qu'on prenne ensemble les décisions sur comment tu veux gérer cette émission. C'est plus possible. Allez, du coup, faisons place à ce fameux tour de table. Donc, un petit peu pour ébaucher le sujet qui est un petit peu transversal justement aujourd'hui. Habituellement, c'est pas le cas, mais là, eh bien, ça s'est pas fait exprès d'ailleurs, et forcément que tu obliges. Alexis, le thème pour toi aujourd'hui. On va parler de la caricature. Victor, la thématique de ton propos. On va parler des politiques sur Twitter. Et enfin, Pierre. Si on coupe des têtes, c'est qu'on n'a pas assez fermé de bouche. Voilà, donc comme à ton habitude, un titre qui fait froid dans le dos. Non, pas spécialement, mais enfin, je veux dire, faut pas nier... D'accord. Bah, sinon, si je devais résumer la chronique, c'est il faut pas nier la réalité, en fait. Elle est bien là. Et oui, mais ça, alors, oui, je partage déjà, mais je ne vais pas entrer dans le débat, mais je partage déjà effectivement un côté négation de réalité, un petit peu fleur bleue là, qui émerge d'échanges et de réactions où tout le monde est joli, tout le monde est sympa. Bref. Affaire à suivre puisque tu concluras tout à l'heure l'émission. C'est un tour de table, on sent que tout le monde a envie de rentrer dans le sujet, ça fait bien plaisir. Donc je fais un tour de table rapide et on va démarrer de suite avec la rubrique d'Alexis, c'est juste après ça. Tout ça pour ça. C'est la une qu'avait choisie Charlie Hebdo à l'ouverture du procès des attentats terroristes de janvier 2015. Tout ça pour ça. Tous ces morts pour quelques caricatures de Mahomet. Et ça continue. Aujourd'hui, il faut ajouter une victime de plus, Samuel Paty, assassiné parce qu'il avait seulement utilisé ces caricatures dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Tout ça pour ça. Tout ça pour dire la disproportion qu'il y a entre quelques caricatures et l'assassinat de personnes. Tout ça pour rappeler la vanité du but, que les caricatures ne sont presque rien et qu'on en fait beaucoup trop. Car rappelons ce qu'est une caricature. C'est une représentation qui, par déformation ou exagération assumée, rend son sujet laid ou absurde dans le but de faire rire. Une caricature n'a pas la valeur d'une critique intellectuelle. Une critique intellectuelle est argumentée, elle repose sur des justifications, elle prétend à l'objectivité, elle est donc nuancée, elle prétend à la vérité, elle prétend dire ce qui est. Or, une caricature est tout le contraire. Une caricature ne prétend pas dire la vérité. Une caricature repose sur l'excès. Elle ne reconnaît pas la nuance, elle est réductrice, volontairement réductrice, elle abuse de sophisme, elle assume sa mauvaise foi et son outrance. Une caricature n'est pas une diffamation. La diffamation accuse sérieusement son objet. La caricature assume l'absence de sérieux et de vérité dans sa représentation. La caricature ne réclame pas la justice, elle assume être injuste. La caricature veut faire rire, or la vérité n'est pas assez drôle, et c'est justement parce que la vérité n'est pas assez drôle que la caricature doit forcer le trait. La caricature avoue exagérer intentionnellement les faits. Une caricature n'est pas une moquerie. Dans la moquerie, on rit d'une caractéristique de celui qui est moqué. Dans la caricature, le modèle original n'est pas assez drôle, justement. La représentation déforme alors la réalité pour devenir drôle. Une caricature ne fait pas rire du modèle original, c'est de la représentation elle-même dont on rit. Une caricature n'est donc ni une critique intelligente, ni de la diffamation, ni une moquerie. Une caricature assume être caricaturale, elle signale d'elle-même être exagérée et devant être lue au second degré. Une caricature, c'est de la bouffonnerie assumée, ce qui la rend d'ailleurs complètement inoffensive. Dès lors qu'on a compris cela, on comprend mieux pourquoi on peut rire de tout. Charlie Hebdo rit de la mort du petit Elan, un enfant migrant,
puis imagine son avenir qu'il aurait pu avoir s'il avait continué à vivre, qu'il aurait pu connaître en tant que harceleur sexuel en Allemagne. On rit des naufrages de migrants en Méditerranée. Charlie Hebdo rit des attentats en Belgique. Charlie Hebdo imagine Stromae chantant Papa Outé et voyant des corps démembrés partout autour de lui répondre « Je suis ici » ou « Je suis là ». Lui dont le père a été assassiné et démembré lors du génocide rwandais. On rit de la fille trisomique de Charles de Gaulle ou encore des soldats français morts au Mali dans la lutte contre le terrorisme. La caricature permet tout, y compris tout ce qui est manifestement immoral. La caricature le permet parce qu'elle ne pense pas sincèrement. Elle ne fait que rire. Elle assume être bouffonnerie. C'est parce qu'elle n'est que bouffonnerie que sa liberté d'expression est totale. Une fois qu'on a compris ce qu'était la caricature et qu'on accepte de la voir pour ce qu'elle est, il n'y a franchement plus aucun moyen d'être blessé ou choqué par une caricature. C'est une exagération assumée, c'est du second degré. Est-ce que ça vaut la peine de tuer des gens pour ça? Franchement, tout ça, pour ça, c'est caricatural. Rien. À voir. Rien. À voir. Merci Alexis pour cette remise en contexte et ce démarrage d'émission sur base de définition. C'est bizarre, mais même moi, ça me fait beaucoup de bien de réentendre une définition qui repose un petit peu les choses, qui repose peut-être aussi les bases d'un débat. On a déjà, j'ai l'impression, lancé des débats à tire-larigot dans tous les sens, sans même reposer le fondement de la question, à savoir justement la définition de la caricature. Le problème, en fait, c'est qu'en écoutant ça, en fait, c'est une très très belle définition, très bien dit, très bien expliqué, mais... Je vais dire, il y a souvent des « mais » quand il dit ça. Bah ouais, non, mais tu vas voir pourquoi. Je vais dire que j'ai rien appris dans ce que tu as dit. Mais le problème, c'est que normalement, personne ne devrait rien avoir à apprendre de ce que tu viens de dire. Et c'est bien là que ça casse les reins, parce que quand on est obligé d'apprendre des choses comme ça, s'il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est ça en fait », je dis « Ouais, non mais attends, là, il y a un problème, quoi. » Si on est obligé d'expliquer que la caricature, justement, c'est ça, c'est que, bah ouais, il y a plus rien qui va et qu'on en arrive à des choses comme ça, en fait. Donc, c'est triste qu'il faille rappeler ces choses-là. C'est de la même façon que, pour prendre une analogie avec le sport, quand on arrive à un certain niveau, il y a ton coach va te dire « Non mais les gars, vous êtes en senior, je suis plus censé vous rappeler ça. C'est des basiques, c'est des fondamentaux. » Bah c'est ça, c'est un fondamental intellectuel. Et normalement, si tu sais pas ça, bah en fait, tu fermes ta gueule et tu restes chez toi, quoi. Après, la piqûre de rappel fait toujours du bien. Je trouve souvent, on a des pensées, c'est le moment où tu penses quelque chose, c'est ton opinion, mais il y a un bonhomme qui vient et qui le formule bien. Et du coup, oui. tu peux mieux te l'approprier, tu peux mieux justement structurer ta propre pensée grâce peut-être à justement une petite piqûre de rappel, de définition, là, comme ça nous a été fait. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Et c'est là que je disais que peut-être ça manquait un petit peu, cette bonne piqûre de rappel, bien contextualisée, bien s'assurer que tout le monde est dans le bateau, quoi, pour discuter. Ça a été très bien dit, et c'est ce que je dis quand je justifie en fait que j'aime beaucoup citer des gens ou utiliser des citations, c'est qu'en fait, si quelqu'un a mieux dit les choses que moi, bah en fait, je vais emprunter ces mots, je me les approprie pas, mais effectivement, là, tu l'as très bien dit, c'est une très belle définition. Voilà, donc si quelqu'un arrive à mieux dire les choses, et qu'ils les disent. Et du coup, Alexis, tu as senti le besoin de redéfinir justement la caricature, justement en réaction aux actualités, tout ça, et dans le cadre de cette émission, tu te dis, allez, bam, je vais placer un petit coup de définition. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que d'une manière générale, on a oublié ce qu'était une caricature, et dès qu'on est offensé un petit peu par une caricature, parce qu'on la prend au premier degré, tout de suite on a envie de dire, mais c'est pas normal, c'est injuste, c'est inadmissible. En regardant un petit peu l'histoire des dernières caricatures qui avaient, fait polémique, je suis tombé sur une caricature qui a été publiée dans l'Humanité de SP, qui est un caricaturiste français, et qui caricaturait Marion Rousse. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une journaliste cycliste. Je sais que l'un d'entre vous est fan de cyclisme, donc peut-être que vous connaissez. Non. En tout cas, Marion Rousse est une Richard Virenque, est une journaliste spécialisée dans le cyclisme. Et elle a eu quelques aventures avec des coureurs ou des relations sérieuses, je ne sais plus, avec des coureurs. Et SP a voulu caricaturer un petit peu la situation en la montrant en pin-up, à moitié nue, dans le lit de son compagnon, en train de l'interviewer, son compagnon étant bien entendu le regard attiré par autre chose plutôt que par le sérieux d'une discussion, d'une interview dans un cadre normal. Elle a trouvé ça terriblement sexiste.
cette publication dans l'Humanité. Et elle a écrit quelque chose comme sur Twitter, ce n'est pas normal de réduire 6 ans de carrière auprès de France TV pour se retrouver réduite à son rôle de femme ou à objet sexuel. Et sous-entendu presque, Ça réagit c'est déjà. caricatural. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, Bah oui, c'est caricatural. c'est caricatural, c'est une caricature. Il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est justement du second degré. La caricature est volontairement exagérée parce que c'est de la caricature, tout simplement. Il ne faut pas aller plus loin. Ouais, mais est-ce que ça nourrit pas des idées? Attends, on va revenir dessus. Victor. J'ai une autre proposition de définition de la caricature à proposer aussi, celle que m'a toujours donnée mon père, c'est que la caricature et les vannes de ce genre sont ce qui s'appelle des filtres à con. C'est quand tu sens ce genre de phrase, tu regardes le groupe à qui tu viens de sortir cette phrase, tu vois ceux qui rigolent et ceux qui réagissent mal, et ceux qui réagissent mal, tu leur parles pas. Parce qu'en fait, le problème de la caricature pour moi, c'est que c'est aussi un outil de contestation politique. C'est que la caricature a toujours été utilisée, souvent pour démontrer justement des hommes politiques. Ce que disait Alexis, c'est des gens qui sont pas drôles à la base. Un comique caricaturé, c'est justement, on s'en fout, c'est débile. Alors qu'un politique comme Churchill, ou justement à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait énormément de caricatures sur les communistes pendant la guerre froide, sur le nazisme qui arrivait en Europe. Et du coup, pour moi, ceux qui refusent les caricatures et qui justement les combattent comme ça, les dénoncent comme si c'était une vraie moquerie très grave, très importante, dont il faut parler absolument et leur interdire de continuer à en faire, c'est des gens qui ont quelque part une volonté politique derrière. Quelle qu'elle soit la caricature, si on reprend celle de Rose, du coup, c'est une femme qui, d'après ce que tu décris, vu que je la connais pas, est féministe, et en voyant une caricature qui, effectivement, dans la caricature, réduit son combat à voilà, j'ai l'air à moitié à poil, c'est chiant, mais c'est une femme qui n'a peut-être pas envie qu'on retienne uniquement cette image, parce que mine de rien, la caricature, c'est quand même quelque chose de fort. Et souvent, avec Charlie Hebdo par exemple, ce que les gens retiennent, c'est justement ces caricatures. Et je pense que ces personnes-là, quand elles les combattent, ont peur qu'on ne retienne que ça, et qu'on oublie que c'est juste une caricature, c'est pas une réalité. Ouais. Après, on pourrait tout de même pointer un exemple du doigt, à savoir celui de Lionel Jospin, qui s'est fait plomber. Je pense qu'il a perdu la présidentielle contre Jacques Chirac à l'époque, à cause de la caricature faite de lui par les guignols des infos. Ouais, mais tu vois, à l'inverse, Chirac, lui, il a gagné grâce aux guignols. Non, mais Parce justement, que manger les pommes, la caricature de Chirac l'a rendu sympathique. Non mais voilà. En fait, ce qui est très injuste face à une caricature, c'est que la caricature ne vous laisse qu'un seul choix de réponse possible, c'est de rire. Ouais. Si jamais on répond sérieusement à une caricature, On ou lui si donne jamais du on crédit. reste sérieux, bah, on paraît être complètement à côté déjà, parce qu'on n'a pas compris que c'était du second degré, et puis on n'a pas compris la blague. Enfin, c'est pas une réponse qui est acceptable. Puis on est chiant, quoi. On est pénible. Il rigole pas, il fait chier. Alors que peut-être, ouais. rire à une blague, y compris à une blague contre soi-même, c'est saisir l'enjeu, et puis c'est aussi complètement désactiver toute la puissance subversive de la blague. La blague, eh bien, elle fait même rire celui qui est visé, du coup elle n'a plus aucune subversion. Dixit, la cour d'école où quand l'enfant il rigole de la blague sur son nom de famille, finalement plus personne ne fait la blague, alors que l'enfant qui se vexe, la blague elle dure des années quoi. Bah, Petit filon. Pierre. C'est ça en fait, tu viens de faire la définition de la caricature en rappelant certains principes basiques. Je suis envie de rappeler certains principes basiques en citant John Rachid, ceux qui ont la ref, qui a dit on ne sait pas bien rire de soi si on ne sait pas. On ne sait pas rire des autres si on ne sait pas bien rire de soi. La vie de ma mère, on applique ça en vie heureux. Et c'est ça en fait. On est le meilleur sujet d'humour en fait pour soi-même. Parce qu'on se connaît, on sait tout, on sait toutes les failles, tous les faux, tous les trucs. Je veux dire, les faux où je me marre le plus, c'est quand on me fait des vannes sur moi, quoi. C'est voilà. Des fois dur à accepter, c'est vrai. Hein. Non, mais Victor Strass Quiz, quand j'organise une soirée de jeu avec Victor, il y a carrément un jeu que je fais où le but du jeu, c'est de faire la meilleure vanne contre moi, quoi. Je veux dire, c'est ceux qui n'arrivent pas à rire d'eux-mêmes, c'est triste en fait, je trouve. Mais ça reste difficile. Chose. Ça reste difficile à certains égards. Hein. Ouais, non, mais enfin, c'est vrai. Non, mais voilà, sur les trucs blessants où ça non, commence il y a une différence entre rire de soi d'une vanne et vouloir blesser. Je sais pas. On prend un exemple. Voilà, une relation amoureuse qui s'est mal finie avec quelqu'un. Il y a une différence entre ton pote qui va te faire une petite pique. Voilà, quand vous regardez, je sais pas, une série qui a une référence à un truc, voilà, il te fait une petite pique, et ton pote qui va te dire tous les jours, ouais, t'as quitté parce que t'es une merde, t'arriveras pas à en trouver une, t'es incapable d'aimer, tout ça. Oui, c'est plus trop de la caricature. Mais voilà. Exemple très concret, je te rends, tu vas me rejoindre. J'ai mis 6 ans pour avoir une licence de droit.
j'ai redoublé 3 fois, j'ai fait 3 L2, j'ai fait 2 L3. T'as redoublé 3 fois une année de fac? Alors, non, j'ai pas redoublé 3 fois l'année de fac, j'ai redoublé 2 fois l'année de fac et 1 fois une autre. Attends, je te fais un petit dessin Voilà, caricatural. tu pourras mettre un petit son, ton petit rire, tu pourras le rajouter. Ouais. Et bah ça, moi quand j'arrive à ma 3e L2, que du coup j'ai des potes qui sont en master, alors que moi je suis toujours le connard qui sait pas ce que c'est le droit administratif, bah soit je me lamente comme un débile et je me dis oh là là c'est pas bien, j'arrête, j'abandonne, etc. Soit j'ai lui derrière qui me fait des vannes. Sauf que derrière, en étant un peu plus intelligent que ça et en comprenant ses vannes, c'est surtout qu'il est en train de me dire, mais on s'en fout, c'est des conneries, tu vas quand même réussir derrière, tu vois. À tel point que j'étais d'accord que j'ai fait pareil en 3e année. Je me suis dit, allez, il a redoublé 2 fois, et bah, je suis aussi capable de le faire. Moi aussi, j'arrive à redoubler 2 fois, il n'y a pas que les autres qui peuvent y arriver. Voilà, mais du coup aussi, savoir rire de soi, savoir se caricaturer, savoir aller au-delà de l'attaque personnelle, c'est aussi prouver que c'est pas important et qu'on s'en fout, en fait, tu vois. Et reprendre toujours ça personnellement, pour moi, c'est des gens qui sont tristes. Parce que s'ils réagissent sur des caricatures comme ça, ça veut dire qu'ils ont que ça dans leur vie. C'est la seule chose qui les anime, qui les rend vivants, et c'est vraiment triste en fait. Et je pense que nous-mêmes, en tant que personnes, en tant qu'humains, on devrait pouvoir nous aussi participer dans une société qui permet aux gens de rire de ça plutôt que de tout de suite s'attaquer. Parce que quand on voit que des caricatures créent des déferlements de merde et de shitstorm, et bonjour Twitter, parce que c'est exactement là que ça se passe, c'est que ça prouve que ces gens-là, ils n'arrivent pas à se dire que c'est juste de la vie en communauté et c'est normal, tu vois. Et que justement, dès qu'on refuse la critique, ça veut dire que si on l'accepte, on n'est plus rien. Et ça, c'est un problème, tu vois. Alexis, le mot de la fin sur tout ça, ou ça te satisfait la réaction à ton propos? La caricature, c'est du second degré. Et c'est tout. C'est tout. À la bonne heure. Voilà, on va continuer cette émission. Il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, le thème, effectivement, est donné. Actu oblige. Et je crois que... Voilà, alors sincèrement, je suis heureux que vous ayez, sans que ça ait été coordonné, choisi cette thématique pour guider vos rubriques et vos propos, parce que, encore une fois, je le redis, et je le dis en toute simplicité, et sans prétendre que nous, on va apporter un éclairage que d'autres ne pourraient pas faire, mais je trouve que ce sujet n'est pas traité dans le fond, et qu'on ne va pas dans des discussions dans le fond pour essayer de mieux comprendre les choses, et on reste dans des propos un peu sympathiques. Voilà, merci si j'introduis un petit peu. Victor me fait un signe de ce qu'il va nous dire tout à l'heure, donc à la bonne heure, c'est tout bon. Victor, du coup, ça va être à toi d'enchaîner aujourd'hui, cette saison, d'ailleurs, la thématique qui s'est redéfinie, on peut plus le dire parce qu'on aime bien quand ça se redéfinit. Faites entrer l'actualité, c'est avec Victor qui est dans les starting blocks et moi qui ne trouve pas mon petit... Ah, mais c'est donc ça, attendez, je vais vous faire... Si ça vous dérange pas, je vais bien vous lancer ça comme il faut, mais avant ça, eh bien, voilà le roi de l'improvisation. Retrouvez le cartoucheur qui a été actualisé. Non, c'est ça les joies du direct. Allez, Victor, c'est tout de suite. Eh bien, je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadente. Pourquoi vous voulez gouverner avec eux? Mais précisément pour les ramener à gauche. Ça va de soi. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Voter utile, c'est voter pour un avenir socialiste. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Aujourd'hui, dans Faites entrer l'actualité, panique chez les politiques. Messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave car nous venons de vivre une tragédie. Alors, évidemment, je ne me ferai pas l'énième annonceur de la mort de Samuel Paty. Cet acte barbare dont il a été victime doit être fermement condamné, mais j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur une autre tragédie, différente, certes, mais tout aussi grave. Cette autre tragédie, c'est celle des médias, des réseaux sociaux, de nos hommes et femmes politiques qui, plutôt que de faire leur boulot, préfèrent nous danser le bal de la cour des miracles, Manuel Valls en tête, parce que celui-là, on aura beau lui dire que la fête est finie, il continuera à tourner. Mais bon, aujourd'hui, moi aussi, je vais vous faire une valse. Et j'accuse nos politiques de ne pas chercher à défendre l'unité nationale, mais bien à la défaire. Et mes exemples, je les ai trouvés sur Twitter. Mais comment? Twitter? Mais Victor, enfin! Tu sais très bien que c'est pas l'endroit, que c'est un tribunal populaire, tu l'as même dit le mois dernier, tout le monde y donne son avis sans jamais faire attention. Bah justement, c'est pour ça que j'y suis allé, parce que c'est à cet endroit que j'allais trouver mes plus belles envolées de merde, mon shitstorm préféré, enfin bref, la substantifique moelle de la connerie politique dont sont capables nos représentants du peuple en carton, là. Bon, bref. Depuis vendredi, nous assistons à une surenchère de démagogie plus grasse que jamais, entre « ils ne passeront pas »,« rempart contre l'islamo-gauchisme » et autres « je suis enseignant alors que pas plus tard
qu'hier on les traitait de glandus, nous voilà servis d'une soupe indigeste qui dit tout et son contraire. Mais voici donc un petit florilège incohérent de tweets politiques à propos de Samuel Paty et de l'islam en France. Pour bien commencer, Manuel Valls nous dit qu'il est allé rendre hommage à Samuel Paty à la Sorbonne, comme après les attentats de 2015, parce que c'est sûr que quand on n'a rien branlé depuis 5 ans, on se repose sur nos acquis un petit peu. Natacha Polony, polémiste connue pour ses interventions musclées dans On n'est pas couché, et attention, le nom est très important, nous dit que nous n'avons plus le droit de nous coucher. Exactement. Hey Quel bout en train celle-là, hein, j'en perdrai mon gauchisme, tiens. Ensuite, Damien Abad, chef des députés Les Républicains, propose rien que ça, la panthéonisation de Samuel Paty. On devrait dire chevaliérisation, moi je trouve que ça fait plus classe. Enfin bref, histoire de bien montrer l'incompétence de la République qui, plutôt que assumer ses responsabilités, préfère faire martyr un homme qui, selon le directeur du Monde Jérôme Fenoglio, devrait ne plus mourir d'enseigner. Et enfin, et ça c'est mon petit préféré, évoqué par Le Monde, qui nous dit que Marine Le Pen se place en chef de guerre contre le terrorisme. Bon, avant de te prendre pour Raymond de Saint-Gilles, commence par arrêter de te péter le cul dans la piscine, sombre idiote. Mais bon, comme vous venez de l'entendre, les politiques s'agitent. Ils sortent tout et n'importe quoi, ça part dans tous les sens, histoire d'avoir dit quelque chose. Ils s'agitent parce qu'ils savent pas vraiment quoi faire. Ils deviennent agressifs parce qu'ils sont ignorants. Parce que c'est plus facile d'hurler quand on est triste. C'est plus facile d'attaquer ce qu'on comprend pas plutôt que de chercher des solutions et surtout de chercher un dialogue. Tout ce qu'ils veulent, au final, c'est qu'on les entende. Qu'ils soient ceux qui se sont élevés pour protéger la nation, pour protéger la République, qu'ils en soient les parangons de la justice. Mais n'oublions pas que les présidentielles sont dans 18 mois. Et il faudrait pas qu'ils se mettent à réfléchir maintenant, ça risquerait de les disqualifier. Mais pour conclure, je reprendrai une phrase de Pierre Jourde qui a dit dans Le Nouvel Observateur « Critiquer l'islam, c'est le mettre sur le même plan que toutes les autres religions et opinions. C'est donc le respecter. Ne pas le critiquer, c'est penser qu'il est incompatible avec la démocratie, comme on préserve la sensibilité d'un petit enfant qui ne peut pas endurer la même chose que les adultes. Mais laisser d'autres hurler leur haine contre l'islam, n'est-ce pas aussi laisser des enfants capricieux faire une crise de colère ? Rien. À voir. Rien. À voir. Il n'y a rien à voir, continue l'émission Jeunesse, Actualité, aujourd'hui Culture. Eh bien, un thème transversal qui bien forcément est impacté, l'actualité nous impacte et génère ce thème transversal dans l'émission. Un sujet qui va continuer à générer du débat entre nous. Merci Victor pour ce propos. Ouais. Sur la vie de ma mère que je vais trouver où t'habites, c'est toi qui veux dire. C'est une caricature, arrête. J'ai des origines tchétchènes, je te préviens. Alors du coup, eh bien, moi je le disais déjà tout à l'heure, hein, mais j'ai vraiment apprécié le propos, puisque je partage vraiment ce sentiment de, effectivement, un drame. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un drame. Et effectivement, le propos de tous, c'est de dire c'est un drame. Et cette sensation, je crois que tu partages cette sensation-là, de se dire, tiens mince, mais est-ce qu'il ne faut pas en parler ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller réfléchir à la chose ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller creuser le problème, les difficultés, etc. Aller mettre justement aussi d'ailleurs la question de la liberté d'expression en questionnement et aller au-delà de il faut préserver la liberté d'expression. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément traversé. Votre sentiment à vous tous par rapport aux propos de Victor Alexis ? Moi, je m'attendais à ce que tu parles. Enfin, j'ai bien aimé en tout cas la conclusion de Jourde. Oui, excellente. Était vraiment excellente et résumait. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand c'est pas toi qui parlais. Tu vois. Quand je ne fais que répéter ce que disent les autres. C'est excellent. Mais c'est une citation que tu t'appropries. Et à ce titre-là, bravo. Le mérite te revient aussi. En plus de ne pas savoir écrire, tu plagies. Donc vraiment, t'inquiète, je continue bien. Non, pour être plus sérieux. Il y a des réactions qui m'ont paru vraiment complètement bizarres, outre Valls, etc. Moi, ce qui m'a paru bizarre, c'est Darmanin qui se scandalise de la cuisine exotique dans les magasins. Ta mère la pute. Quel est le lien avec le terrorisme ? Est-ce que les NEM sont des dynamites pour lui ? Enfin, je sais pas, mais pour les quel est le intestins, rapport ? Et parce que les nems, ils sont pas français. Et après, si on mange des nems, on devient chinois et on n'est plus français. C'est quand même incroyable, ça. Victor, quand on est arrivé, quand on a pris le tram en venant, a eu des très très bons mots là-dessus. Du coup, je vais le laisser parler si tu peux répéter ce que tu disais avant. Et si Alexis a fini, pardon. Non, en fait, moi, ce qui me gêne justement avec toute cette histoire, et c'est ça que je dis qui est une tragédie, c'est que oui, on a vécu un drame. C'est atroce ce qui s'est passé. Enfin, je vais jouer au con en mode j'ai une amie noire, mais mes 2 parents sont profs d'histoire, ils l'ont fait, ce cours sur les caricatures. Ma mère a rencontré des mecs qui s'indignent de cette manière-là, et honnêtement, elle aurait peut-être pu tomber sur un type fou furieux qui aurait pu faire exactement ce qu'a fait ce mec-là. Donc théoriquement, je suis concerné, je les ai entendus débattre de ça. Sauf que
ça justifie pas de péter un câble en mode Sarkozy de merde, là, comme il a pété un câble lui. Parce que Darmanin, c'est pas juste les rayons halal au supermarché qui le font frémir. C'est un mec qui est ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire chef de la police, en gros, et qui a convoqué des opérations policières complètement illégales pour faire passer un message. C'est-à-dire qu'on a un responsable politique en démocratie qui a dit « on va leur envoyer un message façon vendetta ». Si tu reçois une lettre avec une main noire, et maintenant, mon gars, là, le fichier S, t'es dans la merde, tu vas finir en tôle. Juste parce que un fou furieux en a buté un autre. Et c'est ça le souci. Et que, ok, on a vécu un drame, ok, c'est grave, mais les gens n'ont pas le droit de partir complètement en vrille sur une population, sur une religion, sur n'importe quel concept, sous prétexte qu'un débile, un fou furieux, a lui créé un dommage. Parce que le problème, pour moi, que j'ai toujours décrit par rapport à cet islam-là, celui qu'on décrit comme un islam politique, comme le salafisme, etc., comme cet extrémisme, c'est que c'est pas de l'islam. Ça pourrait être n'importe quel sujet. Ce qui compte pour ces gens-là, c'est de contrôler une population, c'est de faire peur, c'est d'attaquer. La volonté de ce mec-là, en décapitant ce prof, en mettant ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ait peur de l'islam. Parce que lui, il croit que par l'islam, il va dominer le monde, ils vont dominer le monde et que Allah doit dominer le monde. Ok, c'est sa volonté, il est complètement taré, on s'en fout. Mais à l'inverse, les responsables politiques qui gèrent ces mecs-là, eux, que ce soit l'islam ou les salsifis plus rouges que d'autres, on n'en a rien à foutre parce que ce qui compte, c'est qu'on divise les populations. Et on est exactement en train de faire le jeu de ces mecs-là. Parce que le jour où Darmanin aura fait fermer une mosquée, aura dissoute les associations musulmanes, les associations islamiques qu'il veut dissoudre, et ben justement, il aura gagné parce qu'il va isoler les populations musulmanes. Il va leur dire, vous n'êtes pas les bienvenus en France. C'est le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que son premier devoir, c'est de protéger les Français et de protéger toute personne, et c'est écrit, qui est présente sur le territoire de la République. Et ce mec-là, en fermant la mosquée de Pantin, en disant que les musulmans ne sont plus les bienvenus en France, parce que, excusez-moi, c'est ce qu'il est en train de dire, il est en train de nous expliquer que vous ne faites plus partie de la population française. C'est exactement comme à l'époque de l'Algérie française, où on disait que les Algériens n'étaient pas des Français, et que c'était des sous-citoyens. Et bien aujourd'hui, on est en train de dire, avec les réactions qu'on a après Samuel Paty sur Twitter, c'est que les musulmans de France sont des sous-citoyens. Sauf que ça, c'est pas possible. Parce que le jour où ils se diront qu'ils sont vraiment des sous-citoyens, ils vont plus être citoyens français. Et là, ils se diront, bah, les seuls qui veulent bien de nous, c'est les connards. Et bah, du coup, on va bosser pour les connards. Et là, ils auront gagné, ces mecs-là. Oui, on sent qu'il y a une passion énorme par rapport au sujet. Non, mais on comprend très bien. Pierre, des réactions par rapport à ça, ou Victor a formulé ce que tu as pensé à toi, c'est ça? Non, il a très bien dit, je ne peux pas mieux dire. Il a aussi parlé avant du calendrier des échéances électorales qui approchent. Oui, bon, ça, je veux dire, les gars, il y a un truc quand même, triste, un mal, quelque chose qu'on nie aujourd'hui. On est vraiment dans la négation, pour pas dire le négationnisme. Excellent. Je vais te taper aussi. C'est obligé. Attends, je te passe un petit jingle pour toi. On nie l'histoire. Dans le sens où on part du principe que l'histoire, ouais, c'est bien. Celui qui refuse d'apprendre l'histoire, il veut rester un enfant toute sa vie. Ok, c'est très bien, on se branle sur ça. Par contre, dès qu'on sort de la salle de classe et qu'on est dans le monde réel, l'histoire, on ne l'écoute plus. On n'écoute plus l'histoire. Les gars, effectivement, des politiciens qui jouent sur des peurs populaires pour assouvir leur envie d'élection et derrière de pognon, parce qu'arrêtez de me faire croire, vous êtes élu président, c'est bon, t'es tranquille financièrement jusqu'à la fin de ta vie. C'est peut-être une question de pouvoir. Hein, c'est un truc vieux comme... Ça va de soi. De pouvoir, de pognon, ce que tu veux. C'est un truc vieux comme le monde. C'est tout con. Tu peux reprendre toutes les élections de la Ve République, les élections aux États-Unis, dans n'importe quel pays. Tu dis, OK, l'élection, elle est là. Une campagne électorale, ça met quoi? 2 ans à bien se préparer, elle est 1 an et demi à bien lancer. Tu prends l'élection, tu remontes de 18 mois. Qu'est-ce qui s'est passé socialement en ce moment? Tu vas toujours trouver un événement et comme par hasard, tu vas te rendre compte que le mec qui a été élu 18 mois après, c'est le gars qui a commencé à faire parler lui, à faire du bruit à ce moment-là. Et les gars, ça, c'est pas nouveau, on le sait. C'est de l'histoire. Seulement, on refuse de croire que les règles de l'histoire s'appliquent à nous. Parce que nous, on a une vision à notre échelle, c'est-à-dire à notre échelle géographique et surtout à notre échelle temporelle. C'est-à-dire qu'on voit les choses à 40 ans dans le futur et 20 ans dans le passé, max. Ce qu'il y a après, ce qu'il y a avant, on s'en fout. Nous, c'est notre monde. On a un créneau d'une 60aine d'années pour notre esprit, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Alors que si on regarde ce qui est passé avant, ce qui s'est passé 60 ans en arrière, c'est la même chose qu'il y a maintenant. Les règles politiques étaient exactement les mêmes. Elles étaient les mêmes à la Renaissance, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, peu importe l'endroit sur Terre. C'est toujours le même principe. Parce qu'il y a toujours des mecs qui ont une soif de pouvoir. C'est pas neuf, ça. Et ces règles d'histoire qu'on refuse d'accepter, qu'on nie, c'est ce qui cause notre perte. Si maintenant, dans 70 ans, ils remontent et ils disent les cours d'histoire, ce sera... Vous vous souvenez, en 2020, en France, il y a eu quand même un professeur d'histoire de la République qui s'est fait décapiter sur le territoire national et personne n'a rien dit.
Dans ce sens, on dirait putain, mais c'était con, les gars, c'était quand même un signe, quoi. Je veux dire, quand on commence à décapiter des citoyens au nom d'une religion, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais là, non, branlette, parce que c'est aujourd'hui, c'est différent, c'est 2020, tout ça. Non, la vorace, les gars, les règles de l'histoire, c'est la réalité. C'est toujours pareil. Quand tu commences à... Et là, c'est ma chronique, je spoil un peu, mais... Quand Je me spoil moi-même. Non, mais c'est ça. Quand tu décapites un mec sur le territoire d'un État parce que il aurait manqué de respect à ta religion, ça veut dire que les règles de l'État, tu t'en torches totalement, et que toi, tu es là pour, grâce à la violence, prendre le contrôle de cet État. Bien sûr. La seule raison qui fait qu'aujourd'hui, on a 80 années de paix en France et que même un mec qui est totalement fragile, qui fait 50 kilos, j'en fais partie de cette catégorie, peut se balader tranquillement dans la rue, c'est parce que le monopole de la violence physique est réservé à l'État. Les gars, si on commence à laisser passer des choses comme ça va s'arrêter où, en fait ? Mais ça, bien sûr. Est-ce que, pour un petit peu revenir à notre sujet, et ça, c'est aussi un sujet qui peut-être est peut-être... Là, on a plus traité de la question de la caricature, donc avec une définition que tu posais tout à l'heure, Alexis. Pour la question de l'islam, est-ce que vous avez ce sentiment qu'on essaye effectivement de le pousser à la marge, alors que peut-être, et j'ai des exemples très concrets par rapport à la création notamment de facultés pour l'enseignement et pour la formation des imams, eh bien, ça crée des levées de boucliers. Non, c'est pas possible. Et surtout qu'il y a du financement public derrière, tout ça, c'est pas possible d'aller dans ce sens-là. Alors que l'objectif, et peu le voient, c'est effectivement d'avoir un islam qui justement sort des carcans du wahhabisme. Quand ça va pas, quand les imams vont arrêter d'être envoyés par la famille princière d'Arabie Saoudite, et que les imams seront des mecs qui ont vécu en France, des mecs qui comprennent la vie française et qui sont français. Et ben on aura quand même moins de problèmes, les gars. Le problème, c'est le manque de connaissances, en fait, c'est tout. C'est juste ça. En tout cas, ouais. Mais moi, je confesse là, pas une information, je confesse là un besoin d'information. Je trouve que c'est là où on pourrait investiguer, on pourrait essayer de comprendre, on pourrait essayer d'aller chercher peut-être les causes de mouvements qui ne sont pas, qui partent à la dérive. Et qui partent à la dérive très loin. Et justement, c'est là qu'on pourrait attendre justement des médias, de l'investigation, ce genre de choses. Et c'est là que là encore, je vous le disais tout à l'heure, il y a une sorte de no man's land, un sentiment en tout cas de mon point de vue de no man's land. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou peut-être vous réagissez sur autre chose. Victor. C'est juste pour dire déjà... Pour rebondir sur ce que disait Pierre, je trouve complètement dingue qu'aujourd'hui, alors que l'islam est en train de devenir et est déjà une religion très implantée en France, avec une grande communauté française, même de gens qui sont de nationalité française et de confession musulmane, qu'il n'y ait pas une faculté de théologie musulmane, justement. Et on a bien une faculté de théologie chrétienne, protestante, enfin tout ça. Pourquoi on n'aurait pas ça aussi pour justement l'islam ? Et autre chose, si jamais des gens veulent entendre des musulmans français parler, qui tapent Islam en France sur YouTube et qui cherchent les documentaires d'Arte qui s'appellent « Nous, Français musulmans ». C'est des séries de documentaires, il y en a 3 de 52 minutes chacune, de Français musulmans qui témoignent justement de ce que c'est. Et dans un de ces 3 reportages, je ne sais plus lequel, il y a un moment un musulman français qui témoigne et qui dit à la mosquée, il y a un imam qui est venu, et c'était pas un imam formé en France, qui a vécu en France. Et à un moment, le mec sort dans sa diatribe, il le dit lui-même, il la critique, il dit oui, le français n'est pas ton ami, il dit pas forcément infidèle, mais voilà, il dit le français qui n'est pas musulman n'est pas ton ami, rejette-le, etc. Et le mec dit, moi je me suis levé, je lui dis, mais tu dis des conneries, c'est pas ça qu'il faut dire, enfin, c'est pas ce qu'on vit nous. Toi, on t'a formé, justement, comme disait Pierre, en Arabie Saoudite ou dans un autre pays musulman qui n'a pas la même réalité que la réalité de l'islam en France et qui vient balancer leurs règles. Et c'est ça aussi le problème que j'essaye d'exprimer avec le truc politique, c'est qu'on n'entend pas les musulmans français. C'est bien de les forcer à dire allez, dis pas tous les musulmans, on condamne parce que voilà et tout, mange du porc aussi parce que comme ça t'es plus français, tu vois. C'est exactement la même chose. Orelsan, suicide social, qui dit bientôt pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des bites. Et bah aujourd'hui, pour prouver que t'es pas anti-France en tant que musulman français, faudra que tu bouffes un cochon en place publique, tu vois. Et c'est ça qui me tue, c'est qu'on refuse de les entendre et qu'on écoute que, encore une fois, une minorité bruyante qui commet des actes atroces et qu'il faut condamner absolument. Mais c'est pas ces gens-là, le problème, c'est pas l'islam en France. Le problème, c'est l'extrémisme. Il y a 5 siècles, c'était l'extrémisme religieux chrétien. Bah, aujourd'hui, c'est l'extrémisme. Ils ont choisi l'islam. Bon, bah voilà, mais peut-être que dans 200 ans, ce sera autre chose. Mais c'est ces cons-là qu'il faut combattre. Et le nom du documentaire Arte que tu recommandes ? C'est Nous, Français musulmans. Alexis, prise de parole aussi que tu voulais tout à l'heure. Mais le problème aussi, c'est qu'en France, on est dans une sorte de déni de rationalité des religions.
C'est-à-dire, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'enseignement des religions, d'enseignement des sciences des religions, c'est-à-dire de l'histoire, de la philosophie des religions. Je ne parle pas d'un enseignement confessionnel, je parle d'un enseignement sur les religions. Vous avez, allez, 2-3 chapitres en histoire où on vous explique seulement que Jésus était le prophète et le Dieu incarné des chrétiens. Les Juifs avaient Moshe, et puis les musulmans ont Muhammad et le Coran, et il vient de la part de Allah. Et ça s'arrête là, et puis voilà, c'est fini. Et on pense avoir fait tout l'enseignement. Tout le reste, après, on vous dit que la religion, ce n'est que de la croyance irrationnelle, et il n'y a rien à en tirer. Voilà, c'est tu crois ou tu crois pas, c'est de la foi pure. Et quand on irrationalise la religion, eh bien, les mouvements qui sont les plus actifs, qui sont des mouvements extrémistes, peuvent facilement capter un maximum d'attention de la part des personnes qui n'ont pas reçu d'informations sur leur propre religion ou qui ont une connaissance que très limitée sur leur religion. Il n'y a pas de documents accessibles, rien. Donc du coup, forcément, les extrémistes captent leur attention. Si au contraire, on acceptait l'idée que les religions ont une rationalité qui est différente, bien sûr, de la rationalité scientifique, qui s'approche peut-être un peu plus de la rationalité philosophique, mais il y a quand même des réflexions à l'intérieur des religions. Il y a des débats théologiques. Il y a quand même, dans l'islam, il y a des débats entre les écoles, ne serait-ce qu'entre les sunnites et les chiites. Dans le judaïsme, on a le Talmud, on voit une succession, une énorme quantité de discussions, de débats. Dans le christianisme, il suffit simplement d'ouvrir la somme théologique de Thomas d'Aquin pour voir pour chaque question le pour, le contre, l'évaluation de chaque argument, etc. Il y a vraiment une rationalité à l'intérieur des religions. Et ça, on peut donner place à cette rationalité à l'intérieur de l'école juste en expliquant, voilà, les religions, ça fonctionne comme ça. Elles ont telles idées, elles ont telles idées à cause de ou parce que, etc. Et c'est aussi l'occasion pour des athées de découvrir la religion, pour des religieux de découvrir l'athéisme, et donc de s'extraire véritablement du milieu culturel dans lequel on est. Parce que normalement, l'école sert un peu à l'apprentissage de l'esprit critique. On ne peut pas avoir d'esprit critique sur les religions si on n'en parle jamais. Il faut bien qu'à un moment donné, dans l'école, on puisse en parler. Donc il faut qu'il y ait un enseignement sur les religions, un enseignement qui soit objectif, qui soit universitaire, enfin académique, je veux dire, un enseignement d'histoire, de philosophie des religions à l'école. Et pour ça, on a déjà des ressources, il y a déjà des gens qui s'organisent. Je pense par exemple à Galeb Benchek, qui est aujourd'hui un musulman en France, qui essaye de défendre un islam des Lumières. Alors moi-même, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il met dedans, mais il porte un projet. Il y a des projets pour permettre un enseignement universitaire, académique musulman. Il faut que ça se développe, il faut que ça continue. Et tu sais à quoi ça me fait penser, encore une fois, en toute humilité, hein, sans vouloir heurter ou quoi que ce soit, mais je me suis retrouvé à prononcer la phrase « mais ça, c'est pas l'islam ». Vous voyez, cette phrase que tout le monde dit aujourd'hui, tu sais, pas d'amalgame, hein, ça c'est le fou et ça c'est pas l'islam. Voilà, c'est ce que je me suis retrouvé à dire et j'ai l'impression que tout le monde dit un peu ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, bon, je dis ça, ok, mais en fait, je dis ça parce que les autres disent ça, mais il n'y a pas une étude, il n'y a pas une réflexion voilà, qui me pousse à dire je dis ça parce que tout le monde le dit, parce que je sais rien d'autre que ça sur la question. Tout à fait. Je me sens ultra démuni en fait sur la question. Je donne juste un exemple tout bête de choses qu'on ne connaît pas et que peut-être même beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Mais les caricatures la représentation de Muhammad, parce qu'une partie du problème des caricatures repose sur la question de la représentation. Est-ce qu'on a le droit ou non de représenter Muhammad ? Vous savez que dans l'islam, on retrouve des représentations de Muhammad je me dis Muhammad parce que les musulmans veulent qu'on dise Muhammad, jusqu'au 15e siècle. Jusqu'au 15e siècle, on retrouve des représentations de Muhammad. Et après, un hadith a commencé à faire autorité et semble indiquer que ça pose quand même des problèmes de risque d'idolâtrie. Et c'est ça le problème. Mais ça veut dire que dans l'islam, il y a eu toute une partie du monde musulman qui a accepté l'idée de représenter Muhammad sans difficulté et sans problème, alors qu'aujourd'hui, ça pose problème. Est-ce que si, ne serait-ce que parler de ça à l'école, ça permettrait pas déjà de désactiver l'énorme problème autour des caricatures ? Ça pourrait être une solution. Déjà, est-ce que tu viens de dire là, c'est que jusqu'au 14e, il n'y a pas de souci. Et ensuite, la raison pour laquelle, si j'en crois ce que tu dis, hein, je ne suis pas informé sur ça, pour laquelle on a voulu interdire ça, c'est à cause du risque d'idolâtrie. Mmh. Donc c'est justement par souci d'humilité et pas par souci de c'est une sacralisation. Il ne faut pas le représenter parce qu'on n'est pas digne. Tu vois, donc mais c'est ce que c'est même à tel point que même en étant con, ils ont réussi à être encore plus cons. Ce qui est quand même une performance, les gars. Toujours l'art de... Non, mais c'est ça, j'organise un dîner mercredi soir, je fais venir tous les extrémistes. Et un autre exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'était une interview de je ne sais plus qui avait posé cette fameuse question, les femmes ont-elles le droit d'être imams ? Toutes les personnes interrogées, mais vraiment sur une vidéo de 8 minutes, tout le monde disait ah bah non, pourquoi ? Bah je sais pas, mais non, c'est bah ok, bah trouve-moi dans le Coran le verset où c'est marqué, tu vois.
Et c'est ça, en fait. C'est un manque d'information. De toute façon, quand tu comprends, tu peux pas t'offusquer, tu peux pas être con, tu peux pas t'énerver. C'est ça. À partir du moment où tu t'énerves contre quelque chose, c'est juste parce que tu le connais pas et que tu le comprends pas. C'est que ça. Victor, tu avais un propos, hein? Non, mais c'est ça aussi qui me choque, tu vois. C'est toujours, encore et toujours, un refus de comprendre. C'est une identité qu'on s'est forgée, quelle qu'elle soit, sur l'islam ou n'importe quel autre sujet. Je le dis encore. Là, aujourd'hui, on parle de l'islam, mais encore et encore, alors qu'on est quand même 4 blancs non musulmans autour d'une table. Et que ça, c'est peut-être aussi un problème. C'est que moi, je me dis, ouais, l'islam, c'est pas comme tu disais, c'est pas l'islam, ça, c'est un bon islam, ça, c'est un bon islam. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as lu, le Coran? T'as pris les cours, tu vois? Moi, je me souviens, gamin, quand j'étais à l'école, il y avait, miracle d'ailleurs, il y avait des cours de religion. Bon, d'accord, tu dis, bon, t'avais les protestants, les catholiques, et il y avait les gamins qui venaient de la cité d'Hirondelle, qui allaient dans le cours, je sais plus comment ils appelaient ça, mais en gros, ils allaient en morale. Moi, j'étais en morale parce que je viens d'une famille qui m'a dit non, tu n'as pas encore de religion, oui, de gauche, athée, tu vois. Du coup, je me suis retrouvé avec les musulmans, en fait, tu vois. J'étais avec ceux qui bouffaient pas de porc parce que les gens étaient trop cons pour comprendre qu'ils avaient juste une religion différente. Et il y a un gamin qui a demandé, mais pourquoi on n'a pas des cours de musulmans? Parce qu'il était un gamin à 7 ans, tu vois. Il dit pourquoi on n'a pas des cours de musulmans? Tu vois, Victor, il n'est pas musulman, pourquoi il est là avec nous? Et le mec a pas su lui répondre. Et ça, je trouve que c'est un problème. Et ça, c'est un problème de société. C'est encore une fois ce que je disais avant, c'est qu'on refuse d'admettre qu'ils font partie aujourd'hui de notre société, et donc on doit prendre des mesures pour les accueillir et pour les comprendre. Et qu'aujourd'hui, le problème fondamental dans le monde politique et sur Twitter, c'est que soit on leur donne pas la parole, soit on laisse la parole à ceux qui vont être assez énervés et assez cons pour qu'on puisse derrière, vous avez vu, il dit des conneries, c'est pas bien, écoutez-moi. Et c'est ça le problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui, nos politiques, ils cherchent plus à créer une union, ils cherchent plus à aider nos citoyens, ils cherchent juste à créer du conflit. La plus grande arme de ces mecs-là et la victoire des terroristes, c'est la peur. C'est exactement la même chose. Le terroriste, il va couper la tête d'un prof pour qu'on ait peur et que du coup, on vire les musulmans et que les musulmans aillent chez eux. Les politiques, ils sont très contents qu'un mec se soit fait couper la tête au nom de l'islam, parce que comme ça, les gens, ils ont peur. Et Darmanin, il peut dire, regardez, je vous protège, je fais comme Sarko en 2006, Karcher et toutes les conneries, votez pour moi en 2022. C'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte de ça. C'est devenu acquis dans la population qu'il faut s'indigner absolument. Sauf que l'indignation, c'est très bien, mais l'indignation, ça dure 3 semaines, et après, il y a un autre problème, on s'indigne sur autre chose, et on oublie toujours. Et après, les musulmans de France sont toujours isolés, on leur donne toujours pas la parole. Je sais pas, ce soir, si on avait dit tous ensemble qu'on faisait ce thème, pourquoi on n'a pas invité justement un représentant musulman strasbourgeois? Doit bien en avoir, tu vois. Pour notre défense, on savait pas que ça. Moi, je savais pas que ça allait être thème. Tu vois, je suis alors ça. Ok, alors c'est acté. On prend la décision qu'on va faire venir un responsable musulman pour s'exprimer sur la question et essayer de creuser la... Ok, c'est acté, c'est fait, c'est décidé. Ouais. Enfin, on essaiera de le faire venir. Par exemple, tu vois, mais même dans les universités, dans les cycles de conférences, moi je me souviens à la fac, il y avait tout un cycle de conférences séparé une asso sur le Seigneur des Anneaux, sur machin, sur truc. Et il y avait eu... Tu peux dire que c'est média droit. Non, c'est bon. Excusez-moi. Le mec, c'était média droit. Média droit a fait des super conférences. Très bien, c'est bien. Mais tu vois, il y avait eu un moment une conférence qui parlait de la religion et justement de l'athéisme, tu vois, et il y avait un représentant juif, un représentant chrétien, etc. Mais il n'y avait pas de représentant musulman. Et le pire, c'est que quand j'en ai discuté avec les intervenants, ils m'ont dit on n'a juste pas pensé à l'inviter. Tu vois, c'est pas ouais, il a pas voulu venir, la représentation, machin, etc. C'est on n'a pas pensé à l'inviter. Aujourd'hui encore, dans les mondes et dans les grandes sphères académiques, on ne pense pas forcément à considérer l'islam comme une religion comme les autres et qui a la même valeur intellectuelle que la chrétienté, par exemple, ou le judaïsme. Et ça, c'est aussi un problème. On oublie quand même des périodes d'histoire où justement le monde musulman était un monde savant. Mais il est toujours, faut pas déconner. Non, mais je veux dire, était savant par excellence dans l'histoire. Et c'est la référence, tu veux dire? Oui, c'est ça, et avec une bon nombre d'inventions qui datent de... T'es sûr que tu veux dire que c'est les musulmans qui ont fait une bombe? Attention, on veut pas dire un truc sérieux ici. Je sais pas, la médecine, les chiffres, l'astronomie, la navigation. Voilà, merci de m'avoir sauvé de ce guêpier. Alexis, une précision? Si, enfin, on a quand même tout le début du Moyen-Âge en islam qui nous a transmis tous les textes des Grecs. Enfin, on n'aurait pas aujourd'hui Aristote s'il n'avait pas été transmis d'abord par des traductions arabes, par des commentateurs arabes. On a eu Aristote via des commentaires d'Avicenne, on a eu toute la philosophie d'Averroès, etc., qui sont arrivés. Puis ensuite, l'Europe a connu Thomas d'Aquin, Maïmonide, etc. Mais je veux dire, on a eu une grosse période de philosophie musulmane, et justement, durant laquelle on a, par exemple, une philosophie rationaliste, comme par exemple le Kalam, qui essaye de réfléchir rationnellement sur Dieu, et qui pose des arguments rationnels.
réel. Et là encore, tout ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginerait pas sur l'islam, mais oui, il existe une philosophie authentique islamique qui a existé dans l'islam, c'est possible. En tout cas, sujet à creuser, le rendez-vous est pris. Dernière question avant qu'on enchaîne avec la suite, on va retrouver la parenthèse de Corentin pour un petit peu de légèreté dans cette émission. La question de la peur. Voilà, j'ai eu une réaction de quelqu'un que j'ai croisé, quelqu'un de vraiment, comment dirais-je, interpellé par ce qui s'était passé, et lui avait l'idée, l'envie de dire il faut au contraire parce qu'il critiquait les gens qui réagissent justement, dire c'est dramatique, mais il disait mais il faudrait tous placarder ces caricatures. Il faudrait tous faire un pied de nez à cet acte en placardant ces caricatures partout, et il disait mais personne ne le fait. Et la question que j'ai pour vous, est-ce que du coup c'est quand même pas gagné avec de la part du terroriste pour cette question de la peur qui, peut-être que l'enseignant, et on parlait de tes propres parents, Victor, peut-être que l'enseignant, la prochaine fois qu'il abordera ce sujet, il aura ça en tête, forcément. Il aura ça en tête. Si, pour ma part, je pense, si l'enseignant... Parce que j'ai eu ce même débat, c'est-à-dire que mon père disait qu'il faut les placarder dans toutes les écoles et l'afficher comme le portrait de Macron dans les mairies, et ma mère était, non mais ça sert à rien de jouer au con, c'est pas une solution non plus. Et je suis un peu au milieu de tout ça, parce que ma première réaction quand j'ai appris ça, c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais je vais aller jusque dans ces pays-là pour le placarder, les caricatures de Mahomet partout, parce que c'est une réaction normale, c'est une forme de vengeance, c'est une volonté de combat. Et souvent, le combat direct, on l'a par une réaction virulente de la situation. Donc oui, moi, ma première réaction aussi, ce serait d'afficher, de prendre un t-shirt avec la caricature qui s'est passée de Mahomet à poil là, avec l'étoile dans le cul. Mais en même temps, c'est pas forcément une bonne idée, parce que le fond du problème qui s'est passé avec ce prof, la situation là de cette fille qui aurait mal réagi, ou le fait qu'il se sente obligé au début du cours de dire « je vais montrer une caricature de Mahomet, si vous voulez sortir de la salle, vous pouvez ». Rien que cette situation-là, pour moi, ne devrait pas exister. Non pas parce que le prof était pas courageux, il avait peur, ou qu'il voulait pas faire de vagues parce qu'aujourd'hui, politiquement correct, mes couilles, etc., ou tous vous faire foutre. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... C'est l'argumentation qui... Ouais. Aujourd'hui, la religion, encore en France, et on parle de l'islam, mais c'est vrai, reste encore une question communautaire. C'est-à-dire que ces gens-là, ces personnes qui se sont senties offusquées par cette caricature de Mahomet, c'est pas juste cette caricature qui les a offensés. C'est que ces gens-là, ça fait des années... Il faudrait même pas appeler ces gens-là, parce que c'est encore plus raciste de dire comme ça. Ces personnes-là, ces gens-là, qu'on appelle justement ces gens-là pour pas les nommer, parce qu'on refuse de les admettre dans notre société, c'est des gens qu'on isole depuis des dizaines d'années. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a que des Arabes dans les cités, c'est parce que justement les immigrés, on les a placardés là-bas, on les a enfermés là-bas, entre eux. Et après on s'étonne qu'ils soient solidaires entre eux et plus avec nous. Excuse-moi, hein, mais moi si je te casse la gueule tous les jours, tous les matins quand tu te lèves, tu sors de chez toi, je te mets une droite. Toujours. Et puis je sais pas, au bout d'un mois, tu dis que tu vas déménager, tu te barres, ou alors que tu veux plus me parler. Je dis mais pourquoi ? Pourtant je suis sympa avec toi, t'habites juste à côté de chez moi. T'es dans mon immeuble, je suis le propriétaire de ton immeuble, je te permets d'habiter chez moi, mais j'ai le droit de te mettre des droites. Mais quoi, tu veux plus être mon copain ? Mais c'est débile. C'est des gens qui, toute leur vie, on leur a dit vous êtes pas français. Toute leur vie, ils entendent ça. C'est des gens qui ont subi, c'est des gens dont les parents ont subi la soupe au cochon. C'est des gens qui vivent tous reclus. On leur a dit restez là, planquez-vous, et de temps en temps, on a un bon arabe, on a un bon noir, on a un bon immigré qui ouais, bon, lui, il allait un petit peu à l'école, on va dire que celui-là, il fera un exemple, donc il a réussi, vous voyez, il peut s'intégrer, lui, il est bien. Tu vois ? Mais la majorité de ces gens, et c'est justement ça le problème, vivent dans des contextes sociaux, parce que le vrai fond du problème, c'est que c'est un contexte social, c'est pas la question de la religion, c'est du milieu social, c'est des gens qu'on a forcés à la pauvreté, et qui du coup se replient sur ce qu'ils ont, c'est-à-dire la religion, et leur vie en communauté. Et après, on ose dire qu'ils sont communautaristes, mais évidemment. Moi, aujourd'hui, tu m'insultes tous les jours, tu m'attaques, j'ai pas envie d'être avec toi. Je vais rester avec ceux qui sont positifs avec moi. C'est pas pour rien qu'on a vu des effectifs de solidarité se former dans les cités, dans ces milieux-là et dans ces milieux sociaux. Que justement, dans certaines mosquées, ou la mosquée de Strasbourg, ils fassent des fêtes ensemble. Et que parfois même, ils en aillent jusqu'à refuser que les Blancs viennent. Là, c'est la question des événements anti-blancs, ou les événements uniquement réservés aux racisés, qu'on retrouve également d'ailleurs sur Twitter. Pareil pour le féminisme. C'est des gens sur qui on a craché toute notre vie, qui ont été forcés à l'isolement, et après, on leur reproche d'être isolés. Mais remettez-vous un peu en question, les gars. Enfin, je sais pas, tu vois. Et encore, toujours, on a des politiques, on a Darmanin, on a même le mec... Enfin, il s'appelle Damien Abad. Abad, putain, c'est pas un nom français. C'est pareil pour Sarkozy. Sarkozy était hongrois ou je sais pas quoi, tu vois. Et avant, c'était sa famille qu'on insultait. C'était les Polacs qu'on refusait de voir. C'était les Italiens. Aujourd'hui, attends, moi, tu me mets il y a 50 ans, Darmanin, il aurait pas dit les rayons halal, il aurait dit les rayons Rital, ce qu'on disait avant, avec la mozzarella, le jambon de Parme, etc. Tant c'est pas de la bouffe française, ça, excuse-moi.
Mais on devrait bouffer de la ligo à tous les repas pour être bien. Non. Et ça, c'est des gens qui exploitent encore et toujours ces moyens-là pour avoir le pouvoir. Si Darmanin, il nous fait une Sarkozy comme il y a 10 ans avec le Karcher, etc., en fermant des mosquées, c'est parce que ces gens-là ne votent pas. Les musulmans, ils votent pas, ou très peu. Les mecs qui habitent dans les cités, ils ont arrêté de voter. De toute façon, soit ils sont en tôle, soit ils vendent du shit. Ils n'ont pas le temps d'aller voter, tu vois. Par contre, ceux qui votent, c'est les blancs, c'est les mecs des campagnes. C'est ces mecs-là qui n'ont jamais vu un musulman de leur vie, ou Justin, histoire d'eux, qui vendait du shish kebab là, dans leur village avant il y avait une boulangerie. Et du coup, ils en ont peur, parce qu'ils connaissent pas, tu vois. Et c'est toujours ça. Et nous, notre problème sociétal, c'est qu'aujourd'hui, on met ça sur une réalité religieuse et une réalité politique qui est celle du combat des communautés. Alors que notre problème, il est social. C'est qu'on a isolé notre vie. On a isolé notre monde par rapport à nos revenus et par rapport à nos identités. Et aujourd'hui, au lieu de refuser d'avoir des identités différentes et accepter qu'on peut vivre ensemble, et justement, c'est ce que dit Jourde, dans se critiquer tous, tu vois, c'est comme dans une cour d'école, je suis désolé, tu fous des gamins de 5 ans ensemble, ils ont toutes les religions du monde, ils ont toutes les couleurs de peau du monde, ils en ont rien à foutre, il y a des images qui circulent sur internet, je peux vous les retrouver, où t'as un gamin noir et un gamin blanc aux États-Unis, ils sont allés voir leurs parents, ils ont fait « Regarde, on a le même t-shirt, vous pouvez pas savoir qui est qui ». Donc ça veut bien dire qu'on nous a éduqués à l'isolement. Moi, on m'a éduqué à, quand je rentre à minuit 30, le tram qui passe à travers du cité, voir des mecs habillés en wesh rentrer dans le tram et avoir peur. On m'a appris que ces mecs-là, ils sont dangereux. Pourtant, je me suis jamais fait agresser par ces mecs-là. Quand j'étais à la fac, au début, je vivais à Lingolsheim. Entre Lingolsheim et Strasbourg, il y a les eaux. J'étais dans le tram à minuit et demi ou à 5h du matin, complètement morceau. Il y avait des mecs qui venaient me voir, ils fumaient leur clope dans le tram. Il y en a qui vendaient du shit, il y en avait qui étaient juste là parce qu'ils allaient au travail. Et j'ai toujours discuté avec ces mecs-là, je me suis jamais fait emmerder. Jamais, tu vois. Alors j'ai des potes qui ont eu des agressions parce qu'il y a toujours des connards. Il y a des potes il y a des filles qu'on connaît ou dont on entend parler qui se font violer. Sauf qu'il y a des filles qui se font violer par une bande de wesh qui les attaque, mais il y a des filles qui se font violer par un mec blanc aussi. C'est pas le problème de leur identité, le problème c'est que ce sont des connards. Et c'est ça en fait que je crie ce soir, c'est que c'est les cons qu'il faut combattre. C'est pas les communautés, c'est pas les gens. C'est quand t'es un connard de débile de merde, tu lui coupes tu lui fermes sa bouche quoi. Et après il arrêtera de couper les têtes. Ok, on sent que le sujet... je veux pas piquer la truffe de Pierre. Mais... C'est bon, reprends la parole. Ok, merci Victor. Non mais alors, beaucoup de ouais, moi je trouve ça très très intéressant. Merci pour le propos. Je me suis un peu emporté. Mais... Très très intéressant. Et je trouve qu'en fait, ça mérite... Ces thèmes-là mériteraient tellement d'être creusés, d'être débattus, d'être décortiqués, et qu'on puisse justement aller plus loin. Puisque... il y a aussi, on citait justement et on le dit souvent, oui, il faut décloisonner, il faut etc. Mais quand on est parent et que son enfant, on doit l'envoyer au collège et que là se pose la question... Merci, je suis désolé, mais je te coupe sans aucune pitié. Non, alors je vois que Victor a eu son monologue et que moi j'ai pas... Vas-y, moi c'est pas un monologue, c'est très simple. Papacito, il y en a qui connaissent Papacito ? Oui. Là, mon gars. Ok, on peut dire plein de choses sur le fond, je m'en tape. Moi c'est la forme que je kiffe chez ce gars. On est d'accord ? Il y a un sens de la punchline. Non, pas du tout. Bah, c'est son truc. Hein. Mais c'est ça, le fond, on s'en fout. Moi, je regarde pour la forme. Là, il a sorti un nouveau livre, Expédition punitive. Bon, déjà, rien que le titre, normalement, t'as 2-3 mecs de fac de lettres qui commencent à se chier dessus. Il a fait une interview là pour faire la promo de son livre. Et il a donc engueulé ses bobos gauchias qui a dit des mecs qui votent à gauche, mais qui ensuite vont enculer la carte scolaire pour pas que leur fils se retrouve dans le même tram que Mahmoud. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Je veux dire, enfin, voilà, c'est juste non, ça. mais, la carte scolaire, c'est ça. Tu voulais dire non, mais c'est très bien. Par contre, mon vrai. fils, il ira à Henri IV, quoi. Ouais. Il ira pas au collège Marguerite Duras, où le seul budget qu'il y a pour faire du sport, c'est de l'athlétisme, alors qu'il n'y a même pas de stade. Mais sachez qu'aujourd'hui, et je connais des gens qui sont 100% pour la mixité, qui sont 100% pour ça, mais qui ont dû retirer leurs enfants. Et le mot qu'ils m'ont utilisé, c'est « ils dépérissaient mon enfant dans ce collège public et pour le placer dans un collège privé ». Je ne veux pas rentrer tout simplement parce qu'on croit que c'est la faute des élèves et du contexte dans lequel ils vivent, mais c'est la faute du système éducatif français et du gouvernement. Parce que ils habitent pas en cité parce qu'ils ont envie d'habiter en cité. Ils vont pas tous dans les mêmes écoles parce qu'ils ont envie d'aller dans les mêmes écoles. C'est parce qu'on les a forcés par des décisions gouvernementales et des lois et des décisions politiques de les mettre là. Et le problème des ZEP et des zones d'éducation prioritaire et des REP+, et tout ce que vous voulez, des SECPA et tout ça, c'est qu'on refuse de donner des moyens là où c'est nécessaire. Et là, il faut le rappeler aussi, c'est la faute de nos gouvernants. Ouais. Ça sera c'est un mal très français, ce snobisme, pour citer du coup pas du tout Papacito, que tu connaissais, mais Hugo Jacomet. Que je connais.
je connais pas. Voilà, c'est un autre délire. C'est un journaliste, écrivain sur le monde du costume, en fait. Voilà, donc clairement, on n'est pas sur Papacito. Il parlait, donc il fait la promotion toujours de cet artisanat, du fait main, de ces anciens tailleurs qui ont passé 100 heures à te faire un costume tout à la main. Et il dit, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est ce snobisme français qu'on a enfin voilà, ces petits bobos, toujours les mêmes, qui disent « Ah, mais moi, j'adore l'artisanat, mais vraiment, ils font des petits trucs magnifiques. Et un vrai bottier qui travaille vraiment le cuir, c'est génial. Mon fils, ah bah non, il est Ramatsu pour Hippocagne, hein, faut pas déconner non plus. » Voilà, c'est ça. Ok, non mais c'est un peu l'exemple. Enfin, je n'étais pas tellement dans cette thématique-là, mais on fera une émission spéciale. C'est pas le même thème, je suis d'accord, mais l'idée est là. C'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est génial, la mixité sociale, c'est super. Moi, mon fils, par contre, c'est Henri IV. Voilà, ouais. Mais c'est quand c'est tes propres décisions et que tu vois et que ça impacte ton cercle, etc. Et que tu as la possibilité d'offrir quelque chose d'autre. Souvent, tu vas peut-être saisir cette possibilité. Sauf que tout le monde, du coup, réagit comme ça. Complètement. Et du coup, il n'y a pas de grand méchant dans cette histoire. C'est ça qui est terrible. Voilà. Enfin, à part notre coupeur de tête. Allez, on fait une petite parenthèse. On en a bien besoin. Je me tais. C'est notre ami Corentin qu'on retrouve pour la parenthèse, moment de détente. Et oui, s'il vous plaît, il en faut aussi. Et on se retrouve juste après. Allô? Ouais, Corentin? Ouais, c'est qui là? C'est Christine Bravo. Christine Bravo? Non mais attendez, c'est un honneur? Vous m'appelez moi alors que Non, abruti, c'est Pierre. Pierre Arditi? Non. Pierre Bérégovoy? Non plus. Et en plus, il est mort. Ah merde. Mais récemment? Bon, merde. Qu'est-ce que tu fous? Elle est où ta chronique là pour y a rien à voir? Oh, mais c'est bon, j'ai le temps. C'est à rendre quand la chronique? En novembre, c'est ça? Oh, mais qu'il est con! L'émission, elle a commencé en septembre. T'as raté le premier épisode? En septembre? Quoi? Mais j'ai rien vu sur WhatsApp. Alors maintenant, tu te sors les doigts du cul et t'envoies ta chronique à Cédric. Sinon, il va venir, il va péter les jambes avec des fougères. Mais ça me semble relativement pas possible. Je te bouge le cul maintenant! Ok. Bah, quand faut y aller, faut à moitié pardonner. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Oh là là, ce n'est pas possible. Pas le temps de niaiser. Quelle intimité. Let's go. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Voilà, ça c'était pour toi Corentin, t'avais qu'à ouvrir une chronique à l'heure. Maintenant, on va quand même commencer. J'ai pas envie de pleurer parce que c'est pas ma façon d'être. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions. En vous annonçant très fièrement la nouvelle saison de la parenthèse. Calmez-vous. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce premier épisode de l'année depuis bien des lustres dans Y'a rien à voir. Bonjour à tous mes camarades qui ne peuvent pas me répondre même s'ils meurent d'envie de me couvrir de louanges. Alors, j'ai longuement cherché sur quoi j'aurais bien pu faire de ma première chronique, des chroniques ma foi assez rigolotes. Mais aujourd'hui, que nenni, je vais vous apporter un peu de hauteur en vous parlant du quotidien d'une personne confinée pendant une semaine suite à un cas contact. Un portrait d'une de ces nombreuses personnes coincées entre quatre murs, c'est la chronique reportage au cœur de l'info, un sujet de Jean-Louis Soulier pour Y'a rien à voir. En ce lundi matin, Xandre est bien bougon. J'ai appris ce week-end que mon coloc avait le Covid. Du coup, ça m'a fait deux chocs, car je me suis dit, si ça se trouve, je l'ai aussi. Et aussi, à la base, j'ai pas de coloc, moi, en fait. Ce jeune étudiant en business management aéroporté a dû mettre de côté ses projets pour la semaine, fini les sorties avec ses amis et autres. Heureusement pour lui, l'interweb connecté vient à son secours. Là, comme je peux plus sortir, je parle avec un pote et on fait des débats nuls, mais ça occupe, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Titouan? Y a la radio qui est là, tu leur fais un petit coucou? Je pense qu'il faudrait interdire à Léa Salamé de sa carte de journaliste. Non mais c'est pas... il est con ce Titouan. En plus de discuter avec ses amis en ligne, Xandre s'adonne également à une passion peu commune pour les jeunes de son âge, le jeu vidéo virtuel en ligne. Là, je joue à Gars qui tombe. C'est un nouveau jeu, un sorte de plein de mini-jeux, et le but du jeu, c'est il faut arriver premier. Voilà. Mais c'est pas le but de tous les jeux? Non, parce que là, c'est le vrai but en fait. Et après, je pense que je pourrais jouer, je jouerai un peu à Mario, je pense. Gars qui tombe ou encore Mario, le jeu vidéo avec le célèbre livreur de pizza maltais, Xandre passe des journées bien remplies et en profite également pour se cultiver.
Là, je suis choqué. Je viens de voir une vidéo de Squeezie qui explique que les pyramides, en fait, c'est les aliens qui les ont mis là pour effrayer d'autres aliens. C'est ouf. C'est ouf. On en apprend tous les jours, quoi, pendant le confinement. Le jeune homme profite donc bien de ce moment de repli, une bulle coupée du monde. Le jeune homme ne le sait pas encore, mais il est lui aussi positif au Covid. De quoi ? Voilà un très beau sujet, très beau reportage de Jean-Louis Soulier pour Y a rien à voir. Et c'est déjà la fin. Et avant de finir, comme le disait le grand poète empli de sagesse... vous avez vu mon sgeg ? Et voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Je referme la parenthèse. Rien. À voir. Rien. À voir. Il n'y a rien à voir, ça continue l'émission Culture, Jeunesse, Actualité un petit peu aujourd'hui puisqu'on saisit d'un thème transversal et aussi on a eu plaisir et ça a fait du bien d'avoir la petite parenthèse de Corentin à l'instant. On le salue bien fort Corentin et bien on a tellement de plaisir à chaque fois à écouter ces parenthèses où le petit coquin il est venu choper des voix des membres de l'équipe de la première émission du mois dernier. Voilà un petit canul, il faut faire attention à ce que vous dites, ça peut finir en montage. Totalement sorti du contexte. À peine. Arrête, vraiment arrête. Alors, oui, ça sera pas le cas la fois prochaine. J'ai vu votre censure. J'ai vu les gars. Alors, du coup, eh bien, on va passer à la dernière rubrique du jour proposée par Pierre. Là aussi, on a changé parce qu'on aime bien changer. Eh bien, la thématique de l'année, faut le savoir, c'est avec Pierre. Ça part un peu con, c'est pas si simple. À propos de devenir marteau, vous savez que chez moi ça peut aller assez loin. Non, mais ça suffit maintenant. Enfin, je vous dis de la fermer. C'est quand même pas compliqué. Non, c'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bon, c'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Alors là, il y a que la tape dans la gueule. Je vois que ça. Ah oui? Et qui c'est qui va me la mettre? Voilà, attaque de furie. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique au vitriol et permettez-moi de commencer sans plus tarder en annonçant le sujet du jour, les fils de pute. Alors, si vous vous sentez personnellement attaqué par ce propos, désolé pour vous et force à votre maman. Perso, ça va, puisque je sais ce que fait ma mère le soir, donc je ne m'offusque pas, tel un gros fragile de cet Internet 2020 qui devrait être renommé Tarlouzistan, tellement c'est devenu le royaume des baltringues fragiles qui s'imaginent que leur avis a une quelconque importance et que leurs sentiments doivent être pris en considération, alors que la seule chose qu'ils devraient prendre, c'est un talon de botte avec éperon dans la mâchoire. C'est d'ailleurs une de ces créatures insignifiantes et paradoxalement immanquables, de par son poids cette fois, qui m'a inspiré ma chronique du jour. En effet, je me suis fait bannir de Nurshid Koh-Lanta sur Facebook parce que j'ai eu le malheur de dire à une fille que, aussi triste que ce soit pour elle, elle était grosse. Bon, méchanceté gratuite? Non, réalité. Elle avait tapé un scandale contre une candidate du jeu qui avait dit à un autre candidat « il faut rentrer dans l'art » pour dire qu'il fallait se sortir les doigts, aller au combat et faire un petit peu des résultats sur les épreuves. Cette expression, ça veut juste dire ça en fait. Et notre amoureuse de malbouffe avait pleuré parce que dire le mot lard, c'est grossophobe. Alors, espèce de truc que je ne peux pas nommer car Cédric est déjà sous assistance respiratoire vu le nombre de grossièretés que je balance sur sa radio. Apprends à lire. Elle est tellement aveuglée par son envie de social justice warrior, de combattre les discriminations, qu'elle considère que dire le mot lard suffit à critiquer un candidat sur son poids. Le dit candidat étant en effet un putain de gros lard. Mais meuf, t'es vraiment un fils de pute. Et oui, je dis fils de pute à une fille car l'insulte n'est nullement axée sur le terme fils ni sur le terme pute désignant sa mère. Aujourd'hui, cette insulte a tellement perdu de ce sens de mépris envers les mères qu'elle est utilisée par les jeunes à tout va. Et on va me dire « Ouais, mais du coup, ils se rendent pas compte de la violence, ils vont inconsciemment rabaisser les femmes ?» Alors déjà, quand je dis à Victor que c'est un fils de pute, je ne peux pas insulter sa mère, ni répandre le mépris des femmes. Je dis ça, comme je dirais « merde » ou « t'es con ». Car que vous le vouliez ou non, ce terme aujourd'hui n'a plus la même violence dans la bouche des jeunes. Prenez le mot maraud. Littéralement, il signifie « vaut rien ». Tu ne vaux rien. Tu n'es rien. En termes de violence, littéralement, on est quand même sur du très lourd là aussi. Hein. Et pourtant, sa violence est tombée en désuétude, tout comme à mon sens le terme fils de pute. Deux exemples qui mettent en lumière l'importance de comprendre les termes qu'on emploie. Car à présent, je voudrais parler de deux autres termes, la vendetta et la gifle avec élan, en commençant par le premier. Conflant, prof d'histoire, un mec qui aurait mérité de finir comme Jacques de Morlaix, vous voyez de quoi je parlais. C'est ce type d'événement, normalement impensable en France, qui me fait dire qu'il faut organiser une bonne vendetta. J'utilise ce mot car j'en suis à la saison 4 de Peaky Blinders, donc j'avais envie de le placer. Par là, j'entends une réponse ferme et radicale.
On est dans un monde réel, putain. Si on commence à tuer des nationaux au nom d'une idéologie, on va vraiment finir en guerre. Dans 60 ans, l'attentat de Conflans était un signe annonciateur que les contemporains n'avaient pas su lire. Voilà ce qu'on dira dans 60 ans. On est un putain de pays de droit. Et il faut faire comprendre que, comme disait Kalash Criminel, si tu me fais un truc, tu sais qu'il va t'arriver 2 fois pire. Bon, je dis pas qu'il faut faire des AG pour ressortir des scénarios à base de forêts brumeuses à 5h du matin avec des camions qui repartent à vide. C'est pas ça le projet. Mais, j'ai perdu ma ligne, mais à un moment, le message doit être clair et précis. Le problème, c'est que certains ont sorti le manuel de comment faire la première croisade et ça va donner des idées de merde à des cons, genre le ministre de l'Intérieur, qui annonce sereinement qu'il va aller enculer du musulman, qui a rien demandé à personne et qui fait sa vie dans son coin. Ça c'est débile, ça dégage. Une vendetta, c'est ciblé sur la bonne personne, à savoir les fils de pute qui prêchent un islam radical et violent et les autres fils de pute qui les écoutent. Ensuite, la gifle avec élan, autrement dit l'éducation. La gifle avec élan, chez moi, c'était littéral. On avait du tranchant de main en contact avec les molaires sans passer par la bouche. Donc, autrement dit, lorsque je me prenais pour un caïd du haut de mes 11 ans, la sanction, elle tombait plus vite que Kennedy à Dallas. Mais ça peut être plus métaphorique, la gifle. Le but étant de faire comprendre que tu n'es qu'une petite merde qui ne connaît rien à la vie et que ton avis sert juste à récurer les chiottes et que tu peux te le garder parce qu'il compte pas. Le souci vient de là. On laisse tout le monde donner son avis, on interdit d'interdire. On veut que tout le monde puisse parler. Sauf que, pour reprendre Californication, on a tous besoin qu'à un moment on nous dise « stop, ça c'est débile ». Quand certains osent justifier un tel acte par les provocations que sont les caricatures du prophète, on atteint les limites de la liberté de parole. Et ces personnes ne se sont pas suffisamment pris de « ta gueule, tu dis de la merde, file dans ta chambre et réfléchis à ce que tu dis ». Car c'est par là que tout commence, l'éducation. Apprenez à vos enfants à réfléchir, faites-leur lire la Bible, le Coran, étudier la Torah. Bon, ça prend un peu de temps, les mecs ils sont lâchés. L'histoire de la gauche, de De Gaulle, de la montée du nazisme, du communisme, les dérives des extrêmes. Apprenez, putain. En conclusion, quand on commence à couper des têtes, c'est qu'on n'a pas assez fermé de bouche. Et ça, faut le savoir. Rien. À voir. Rien. À voir. Pierre, merci beaucoup pour ce propos dans l'émission Il n'y a rien à voir. Toujours aussi tranchant. Et t'as l'art de la plume pour rendre le propos qu'on a tous, mais pour lui mettre le petit guili un petit peu violent. Voilà. C'est ça, c'est le débat, enfin pas le débat que j'avais, mais ce que me disait Victor en début, et c'est un débat qui m'intéresse, c'est de la vulgarité ou de la grossièreté. J'ai déjà dit dans cette émission, pour moi c'est pas de la vulgarité, alors c'est de la grossièreté certes, mais voilà, c'est la grossièreté assumée. Je veux dire, clairement, quand le seul problème qu'on aura dans notre monde, c'est la grossièreté du vocabulaire, promis, j'arrêterai de dire des gros mots, parce que ça veut dire que clairement, on a résolu tout le reste. Et à ce moment-là, voilà, on pourra se permettre de critiquer un mec qui dit fils de pute à la radio. Mais voilà, je veux dire, bon, non, je pense que c'est plus grave. On pourra en discuter, c'est intéressant. Victor ? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive à dire de manière compréhensible pour les cons qu'il faut qu'on refasse leur éducation. Et ça, je trouve ça positif, tu vois. Parce que du coup, en utilisant ces mots grossiers, cette vulgarité, en arrêtant d'avoir cet air un peu pompieux qu'on peut balancer parfois, au moins il arrive à expliquer en disant tarte dans la gueule, etc. Et gifle avec élan que, en fait, ces gens-là, les gens qui vivent en France, notre devoir, c'est de les éduquer. Et ça, on l'oublie, en fait. C'est fondamental dans une société démocratique comme la nôtre d'apprendre aux gens à vivre ensemble et de justement, quand ils se mettent à partir dans tous les sens et à dire des conneries comme ça, leur dire tranquille, calme-toi, main dans la gueule. Maintenant, c'est pas parce que tu pleures, garde tes larmes, t'en auras besoin plus tard. Quand t'auras soif, surtout. J'ai essayé de faire la vanne, j'avais pas la fin. Comment il s'appelle, putain ? C'est Ahmed Silla. Ahmed Silla, ouais. Ahmed Silla, très bonne ref. Ahmed Silla, incroyable. Garde tes larmes, t'en auras besoin quand on aura soif. Mais l'idée étant la même, c'est-à-dire qu'il faut absolument apprendre aux gens. Il faut arrêter de croire que tout le monde vit comme ça, et tu comprends tout de suite, tu vois, et le premier réflexe des ignorants, justement, c'est la violence. Et le jour où on aura éduqué les gens, il y en aura peut-être déjà un peu moins. Ouais, et peut-être que le jour aussi, on sera descendu d'une sorte de piédestal et qu'on aura peut-être tous compris que la vie est un grand chemin d'apprentissage et peut-être même qu'on est tous... Non, mais ça fait un peu grande phrase pompeuse, ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est comme si tu as ton métier, tu vois, tu viens de finir ton cursus, tu as ton métier, et là, d'un seul coup, tu peux juste faire ton métier
et éventuellement continuer à te former pour rester pertinent dans ton métier. Et effectivement, avoir ta passion, tu t'apprends ta passion, t'es golfeur ou tu fais du tennis, tu progresses en tennis. Mais je trouve qu'on n'est pas dans une dynamique de dire, les amis, il y a tellement de trucs à apprendre, il y a tellement de trucs cool à apprendre, tellement de trucs cool sur lesquels on peut avancer, réfléchir, finalement permettre à notre tête d'être mieux faite. Et je trouve que ça, donc je parle pas de l'enfance, parce que l'enfance, on pourrait en discuter longtemps en questionnant l'éducation nationale et tout ça. Mais là, vraiment, je parle de la période après. Et je trouve que cette soif de savoir, de connaître, de comprendre, de mieux percevoir, elle est pas super pointue, elle est pas super aiguisée en France. Enfin, non, vous n'êtes pas d'accord. C'est bien. Non, mais c'est ce que je disais avant, quand Victor disait que je disais avec des mots simples. C'est certains trucs sans passer par le snobisme des grandes explications universitaires qui malheureusement peuvent faire la peur. Forme, moi je mets la forme de côté, ça peut être vulgaire, ça peut être... Il y a un truc, si je savais mieux parler allemand, j'aurais dit la citation en allemand, parce que je la connais, mais j'ai pas envie de la massacrer, donc je vais la dire en française. C'est une citation de Goethe qui disait que la meilleure formation, un homme intelligent la trouve dans le voyage. Die beste Bildung, ein gescheiter Mensch auf dem Reisen, quelque chose comme ça. Est-ce que quelque chose comme ça fait partie de la citation? Je sais pas comment le dire en allemand. Marvin, si tu m'écoutes. Et en fait, c'est ça. Et ce que tu disais est très juste. Et j'aimerais juste dire que le pays le plus pauvre dans lequel j'ai dû aller, ça devait être l'Ukraine. Peut-être à égalité avec le Panama, selon les régions qui sont... Enfin, le Panama, c'est pas non plus le tiers-monde, hein, l'Ukraine non plus. Et encore en Ukraine, j'ai été accueilli dans une famille où les deux avaient un doctorat, donc autant vous dire que je n'étais pas non plus chez du prolo de base de façon URSS. Rien qu'en allant là-bas, je veux dire, si juste dans des pays comme ça, qui sont pas à l'autre bout du monde, j'étais avec un voyage, j'ai quand même pu me rendre compte que la vie, c'est pas ton petit village, ton bus jusqu'au lycée, ta fac et ton boulot. C'est un truc que tu comprends pas et qui est tellement plus grand que toi et que tu as besoin d'humilité, en fait. C'est possible, quoi. Avec un simple voyage comme ça, tu arrives à comprendre qu'il faut que tu fermes ta gueule un bon paquet de fois, en fait. Dans Nurshi de Papacito, un Nurshi où je me suis pas fait ban pour l'instant sur Facebook, parce qu'ils sont un peu plus tolérants sur ce qu'on peut dire, hein, voilà, ils sont un peu plus tolérants. J'avais posté un mème et j'avais mis en légende qu'aujourd'hui, tout le monde a la parole, alors que quand tu retournes à l'époque des barmars, si tu avais la parole, c'est parce que tu l'avais gagnée. Tu vois, et si tu ouvrais ta bouche sans qu'on te l'ait demandé, on te mettait du chaudron de l'or brûlé dedans. Voilà. C'est ça en fait. Aujourd'hui, quand je parle de la gifle avec élan, avec Victor, on avait ce débat. Comme je disais, moi, la gifle avec élan, elle était littérale. Hein, tu tardes dans ta gueule, voilà. C'est de l'éducation, c'est de la pédagogie toujours. La gifle avec élan chez Victor, ça veut dire ce moment où, attends, tais-toi, c'est moi le daron, t'as 10 ans, t'as 12 ans, t'es une merde, je t'explique la vie, tu te tais. Il l'a eu autrement, mais il a eu ces moments où en fait, on prend ton ego, on te chie dessus et t'apprends la vie. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus ça aujourd'hui. Toujours pour citer Papacito, si tu m'écoutes, il disait aujourd'hui, en fait, on a une violence du langage et une violence de pensée chez une très jeune génération qui, en fait, était avant une violence, mais chez des mecs qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale et l'Algérie. Et c'est des mecs qui avaient vécu quelque chose. Et si aujourd'hui, on met une génération de kecs qui n'a rien vécu, je fais partie de cette génération, hein, qui n'a rien vécu et qui se permet de donner des leçons. Et voilà, de sophistes en mode ouais, c'est peut-être un peu chaud de se faire décapiter, mais en même temps, il a montré les caractères du prophète. Ce genre de personnes, qui ont ce genre de raisonnement, tu les fous face à des mecs qui ont fait la Seconde Guerre mondiale à l'Algérie, mais c'est pas des gifles qui se prennent, c'est des parpaings dans la tête, tu vois, à bout portant. Et aujourd'hui, on n'a plus en fait ça, ce moment où clairement on dit non, ton avis, on s'en cogne, t'as pas à le dire, t'as pas le droit de le dire. Parce que c'est interdit d'interdire. Mai 68. Je dis pas de conneries, Alexis, c'est ça? C'est mai 68, interdit d'interdire. Ah oui. Oui, voilà. C'est interdit d'interdire. C'est bon, c'est validé. Non, mais le parpaing, on avait le parpaing qui était prêt. Le parpaing, j'étais sûr de mon coup. Par contre, mai 68, je préfère avoir d'avis d'autres. Voilà, on refuse en fait ce droit à dire à des gens, tais-toi, t'as pas le droit de parler parce que tu ne connais pas le sujet. C'est ça, quand tu connais pas le sujet, tu fermes ta bouche et ça ira beaucoup mieux après. Écoute avant de vouloir parler. Écoute. Ouais, mais moi je trouve ça. Je partage, je surabonde dans ce que je dis avant, dans ce sens. J'ai la sensation que cette soif d'apprendre, elle disparaît un petit peu, et je trouve que c'est elle qui nous éclaire. Et en même temps, je suis d'accord avec toi que on n'a plus la soif d'apprendre, mais en même temps, on est sur une sorte on n'est pas humble. On pense maîtriser tout plein de choses, et d'ailleurs, on s'exprime sur tout plein de sujets souvent, alors qu'on a peu d'éléments pour se positionner. Moi, je trouve que et d'où le côté, c'est bizarre qu'on n'ait pas plus de soif de savoir pour mieux se positionner. Roman Fressinet, dans une de ses chroniques sur Click, il avait dit justement mais moi, Mouloud, je passe 24 heures sur 24 à ouvrir ma gueule et 10 minutes par jour à me cultiver sur des sujets que je comprends même pas. C'est exactement ça.
Twitter. Alors là, on est sur le paroxysme des mecs qui ouvrent leur gueule alors qu'on leur a demandé qu'ils connaissent rien. Et c'est ça. Et cet attentat qu'il y a eu, cette tragédie qu'il y a eu à Conflans, ça vient de là en fait, ça vient d'un manque d'éducation parce que c'est-à-dire que quelqu'un a pu être embrigadé, que quelqu'un a pu être manipulé parce qu'il n'avait pas assez de recul intellectuel. Ça veut dire que quelqu'un, on a embrigadé pour collumer en brigade, on en revient toujours à la même chose en fait. On a pu faire croire un message faux à quelqu'un parce qu'il connaissait pas. Et là en l'occurrence parce qu'il connaissait pas l'islam, on lui a fait croire que si tu montres une caricature du prophète, tu mérites la décapitation. Et surtout, on lui a pas donné autre chose. Moi, c'est ça qui me désole le plus au final dans cette situation-là. Autre chose qu'un couteau? Non, mais c'est que... Est-ce qu'on a le droit de... Si je vais encore me répéter, dire les mêmes conneries qu'avant, etc. Mais ce mec-là, et là on en discutait avec Pierre avant... Vous avez beaucoup discuté de ce sujet, j'ai l'impression. Oui, on était chaud sur le tram. Vu qu'on se tape 45 minutes de route pour venir te voir... Est-ce qu'on peut retourner dans les anciens locaux qui étaient parchemin? Ça nous arrangeait plus. On pourra le dire pendant la radio et pas avant. Non, mais c'est toujours le problème de radicalisation, c'est ce qu'on dit et qu'on n'écoute jamais, on le dit comme ça un peu en l'air et tout. Mais ce que disait Pierre, c'est que ce mec-là, putain, c'est un mec d'origine tchétchène, il est né à Moscou, il a vu la guerre, je sais pas ce qu'il a vu. C'est pas moi qui disais, c'était encore une fois Papacito. Hein, mais oui, enfin bref, voilà, il me disait ça avant en citant ce grand homme de la punchline. C'est que ces mecs-là, putain, c'est Orelsan qui disait quand je mangeais mon premier McFloridin, au même âge où je goûtais mon premier McFloridin, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du noble du coin. Et c'est ça qu'il explique dans le fait qu'on n'a pas tous vécu les mêmes choses et donc on réagit pas tous de la même manière face aux événements. Et ce mec-là, Tchétchène, c'était un réfugié à la base. Ce mec-là, il a dû fuir peut-être à un moment dans sa vie. Il n'a pas le même vécu que moi qui ai grandi, choyé, protégé, que ce soit au niveau intellectuel ou même au niveau physique, tu vois. Mais après, il faut peut-être séparer quand même. Et justement, et ce mec-là, on lui a pas donné les moyens peut-être de se protéger lui-même. Et la seule chose... On dit souvent que les terroristes comme ça, français ou même francophones qui sont venus à partir en Syrie, etc., c'est des gens qui n'avaient plus que ça. Et je trouve dingue qu'on vive dans un pays qui laisse des gens n'avoir plus que ça. C'est une preuve de faiblesse, quoi. Je pense, encore une fois, tout en brassé d'humilité et de désir de mieux comprendre, et c'est presque un appel aux grands médias, parce qu'il faut se saisir de ces sujets-là. Je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses. Le fou isolé, Dixit, le bonhomme qui avait fait les attentats, je crois, en Norvège, sur l'île, vous savez, voilà, il y a un film excellent là-dessus et qui est terrible. Hein, donc, le fou isolé qui va commettre un acte barbare, et effectivement un mouvement qui se radicalise, qui est composé d'une masse de population, de masse de monde. Voilà, je trouve que c'est quand même deux choses à bien distinguer et à analyser, à mieux comprendre. Et je trouve que là aussi, encore une fois, les gens répètent en boucle des propos. Ah oui, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça. Il faut pas faire d'amalgame. Mais il y a peu de gens bien renseignés sur ces questions-là. Et moi, mon appel du cœur, c'est juste de dire, punaise, j'aimerais mieux comprendre. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui fassent le point, qui fassent un truc sérieux et qui essayent de pondre des solutions aussi derrière un peu sérieuses. Voilà, c'est juste ça en fait mon propos. Je vous ai miné là. Alexis, non, ça va, ça te laisse pensif. Hein. Je préfère ne rien dire pour éviter de dire des bêtises. C'est tout simplement une question de sagesse. C'est simplement une question de sagesse. Okay. Non, mais c'est vrai que quand tu sais qu'il venait tout juste de Tchétchénie, tout de suite tu te poses la question, alors comment est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû être accueilli dans des structures certainement des structures aussi pour immigrants. Il a peut-être été en contact, je pense, avec des mosquées, ce serait bizarre. C'est justement une des forces en fait des religions, c'est d'offrir des solidarités, notamment intermembres, non seulement à l'extérieur de la communauté, mais également intermembres. Du coup, est-ce qu'il était vraiment isolé ou pas? Enfin, je sais pas. L'enquête dira ce qu'il en est. Mais est-ce que c'est un fou isolé ou pas? Mais ça a son importance. Breivik, je crois que le Norvégien, c'est comme ça qu'il s'appelait, je crois, Breivik. Ouais. Breivik, bon, est-ce qu'il était réellement seul? Apparemment, il avait quand même acquis une certaine culture des milieux d'extrême droite. Je crois qu'il avait lu même Jean-Marie Le Pen. Je crois, hein, je dis ça. Mais en tout cas, je crois qu'il avait connaissance de Camus et la théorie du grand remplacement. Il a quand même lu. Il a quand même eu une communauté autour de lui. Est-ce qu'il est vraiment complètement isolé? Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des individus qui sont vraiment complètement isolés? Non, mais quand même, lui, c'était plus le fou isolé. Voilà, même s'il était connecté. Le fou isolé, ça n'existe pas, je pense. Mais peut-être inspiré de je ne
sais quoi, mais quand même le full relativement isolé, à distinguer, vous comprenez bien l'idée qui est peut-être un peu caricaturale, mais quand même qui a distingué du mouvement qui est un phénomène de société. Un mouvement radical, c'est juste une association de fous. Si, je suis désolé, il a raison. Il a raison. Pourquoi ce mec-là, justement, le dernier terroriste en date, là, le Tchétchène, pourquoi lui, c'est pas un fou isolé? Parce que tu dis, il fait partie d'un mouvement, je sais pas, etc. justement, c'est pour l'interrogation. Mais si, justement, ce mec norvégien, dont j'ai déjà oublié le nom, je vais pas essayer de le dire, Breivik, tu disais qu'il a lu la littérature d'extrême droite. Bah, peut-être que de ce fait, il faisait partie d'un mouvement, tu vois. Alors peut-être qu'il gueulait pas, je sais pas moi, Le Pen Akbar, mais l'idée était la même, tu vois. C'est qu'il fait partie de ces idéologies-là et qu'il partage ces idéologies. Peut-être même que ce mec tchétchène, j'en sais rien, mais peut-être que ce mec-là a agi de manière isolée, tout en se revendiquant d'un mouvement sans pour autant avoir eu des instructions. Tu vois, parce qu'un mouvement et un groupement terroriste n'a pas forcément besoin de donner des infos et de dire toi tu vas faire ça, toi tu vas tuer machin, etc. Quand ils arrivent à générer du terrorisme par le seul fait de leur existence, c'est encore mieux. Parce qu'ils n'ont plus besoin de créer une stratégie militaire comme ils ont fait avec les attentats de 2015 ou à Charlie Hebdo. C'est que du coup, par leur seule existence, par les seules choses qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, sur leur littérature, sur tout ce qu'ils disent, sur tous les propos qu'ils ont eu, il y a des gens qui les lisent, qui commencent à faire partie de ces groupes-là et qui d'eux-mêmes créent et attaquent d'autres personnes. C'est génial parce que ça, c'est le vrai début de la guerre civile. C'est quand des gens isolés rejoignent des groupes. C'est justement quand le fou isolé rejoint le mouvement, c'est là que ça devient véritablement dangereux. Est-ce que, et peut-être ça sera la question de la fin. Moi, Pierre, tu avais... en fait, voilà ce que je disais donc, sur la chronique. Attendez les gars, c'est bon, j'y suis. La chronique que j'avais en fait était, comme j'avais dit en début, structurée. Pour une fois, je ne sais pas si ça s'est remarqué, vous me direz. Ah, c'était excellent. Je n'ai pas dit que c'était toujours ça. en J'ai dit poésie, que c'était structuré. Où effectivement, d'abord, parler d'un sujet qui me tiendrait aussi beaucoup à cœur, c'est la connotation des mots et notamment des insultes qui aujourd'hui, voilà, c'est une pudeur de gazelle sur certains termes. Le terme fils de pute, en fait, j'aurais pu utiliser aussi le terme salope au basket. Pour ceux qui jouent au basket, vous saurez que quand tu tires et que tu rates ton shoot ou que la balle en général fait une gamelle, tourne autour du cercle et ressort, tu vas avoir ce petit réflexe, ah putain la salope. Envers la balle. Et il nous arrivait un truc très intéressant. Une fois, on était avec des potes, on jouait à la Cita, on était des gars, des filles. On était un petit groupe du basket, de la fac, et il y a les filles, une fois, qui à un moment, on commence à faire des « Ah, mais sérieux, vous dites salope, mais c'est super sexiste. » Bon, à ce moment-là, clairement, la violence, en fait, tu vois, j'avais très envie de commencer à distribuer des genoux. Voilà, et je dis « Attendez, mais c'est complètement débile. À quel moment c'est sexiste en fait? Mais c'était pas des basketteuses, elles devaient connaître le jargon. Mais c'est ça. Ouais, chaque fois vous dites ça, ou alors quand il y a un mec que vous avez, que t'as largement battu, tu l'as dominé en un contre un et tout, tu lui lâches ça. En général, si c'est un pote à toi, tu le chantes, tu dis ah t'étais ma pute aujourd'hui. Elles nous font tout un scandale sexiste sur ça. Alors que quand tu utilises un mot, pourquoi tu l'utilises? À quelle fin? À quelle destinée? Et envers qui surtout? En l'occurrence, salope envers une balle de basket et pute envers ton pote que t'as un petit peu martyrisé aujourd'hui. Alors ils vont lâcher tout un truc autour, on va dire ouais mais du coup c'est à dire que pute c'est quelque chose de soumis, de mauvais, du coup la femme c'est tout, bref. Les gars, essayez d'être un peu plus intelligent que ça en fait. À partir du moment où on doit se prendre la tête pour ce genre de truc, c'est que, comme disait le père de Victor, JF, qu'on embrasse, c'est un filtre à con en fait. Clairement, j'ai plus parlé à ces meufs après. On revient sur la caricature et l'ironie. Voilà, la caricature et l'ironie, c'est que la définition des termes que j'ai faite au début, c'était pour ensuite parler du terme vendetta et gifle avec élan. Gifle avec élan, on l'a compris, c'est l'éducation. La vendetta, référence à Peaky Blinders, hein, pour ceux qui l'ont, en l'occurrence, c'est que les gars, il faut quand même prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Je veux dire, je veux pas faire l'alarmiste à deux ronds qui annonce la fin du monde, mais quand même, là, on a eu une décapitation. C'est pas... genre entre guillemets, juste un meurtre. Je veux dire, il y a tout un symbole derrière. Je veux dire, on est quand même sur une façon de tuer particulièrement barbare. Au nom de quoi? Au nom d'une idéologie. C'est un mec qui a clairement dit « Je respecte pas les lois de la France, les sacro-saintes lois de la République, pour ceux qui se paluchent sur la République, puisque ça vous fait bander, je vous le donne. Et il a dit « Je ne respecte pas les lois de la France. » Ça nous fait bander. Ma propre... si, je te jure. Il y en a, tu leur dis République, les mecs, ils pourraient tourner un film pour adultes. Hein. Ok, bon, ferme la parenthèse, mais d'accord. Et je ne respecte pas la France et ses lois, parce que pour moi, la seule loi qui compte, c'est la loi d'Allah. Et en disant ça, le mec, je veux dire, mais on se rend compte de ce qu'il fait, on se rend compte déjà de l'acte en tant que tel, qui effectivement mériterait une fin façon Jacques de Morlaix, un bûcher à l'ancienne. Mais surtout, je veux dire, l'acte qu'il fait, c'est vraiment une bascule, quoi.
Pour moi, ça me choque l'acte en tant que tel. Bien sûr, enfin, et, ça c'est une et évidence. surtout ce qu'il représente, quoi. Je veux dire, là, sur le territoire de la France, quoi qu'on en dise, les gars, la France, l'humanité, le mondialisme, tout ça, Bernard-Henri Lévy président, tout ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, ça reste quand même, on est dans un monde, les humains sont les mêmes depuis des milliers d'années. Un monde, si on a des frontières, c'est bien que malheureusement, il y en a toujours besoin. Pourquoi ? Parce que il y a un État, c'est... Victor, tu as fait du droit international, les caractéristiques d'un État. La souveraineté. Entre autres, quoi d'autre ? Et le monopole de la force physique. Un autre truc, les 3 trucs qui font que c'est un État, une population, un territoire. C'est un territoire. Si sur ton territoire et sur ta population, on commence à appliquer des lois qui viennent d'ailleurs et qu'on ne te respecte pas, c'est la fin de l'État. Et les gars, je suis désolé, mais si aujourd'hui on arrive à avoir une tribu de 70 millions de personnes, c'est bien parce qu'il y a des règles, et notamment le monopole de la violence, entre autres. Oui, mais ça, État qui les fait. Personne ne le nie. Enfin, bon, pardon, si. Si, je suis désolé. Si. Le monopole de la violence, c'est bien pour que justement les mecs comme nous tous autour de cette table, on nous fout dans une cage de MMA face à un combattant professionnel, on finit en charpie. Si on arrive encore à avoir le droit de vivre aujourd'hui et de parler, c'est bien parce que justement on est dans cet état, dans cette tribu de 70 millions de personnes régies par des règles. Et là, ces règles, on est en train de les bafouer. Et si on bafoue totalement ces règles, ça finit comment ? Ça finit comme si on remonte il y a 1500 ans. Les guerres dans des États. Il y a 1500 ans, c'est de l'histoire, on a du recul, on peut l'analyser. Aujourd'hui, les gars, c'est de l'histoire, ça. Mais ça, c'est de l'histoire, ce qui se passe. Je ressens pas ce que tu ressens, dans le sens, l'acte horrible et tout ça, ok, ça, on n'a pas besoin d'en discuter, en fait, on est bien d'accord, mais j'ai pas la sensation qu'on va dans un glissement d'un seul coup, la barbarie, ça va devenir la norme demain, et qu'on va devoir faire de la gonflette pour se protéger nous-mêmes. Je crois vraiment en l'état de droit, à tout ça. L'état de droit, il date de quand ? Non mais peu importe. Non mais ça l'état de droit, il date de quand ? Aujourd'hui, non mais Alexis. Je sais pas. Par contre, je crains fort qu'il y ait un biais de perception parce que on l'oublie, mais des attentats terroristes, il y en a un tous les combien ? Bah c'est ça. Quand même. Le risque de mourir dans un crash d'avion est certainement supérieur au risque de se faire tuer par un attentat terroriste. Mais je veux dire. À chaque fois, c'est symbolique, une décapitation. C'est ça, c'est le symbole effroyable, etc. Et voilà. Mais sinon, en fait, concrètement, ils sont pas si nombreux que ça. Par contre, là où je pourrais te rejoindre, mais probablement pour d'autres raisons, c'est qu'il y a une déficience, enfin un déficit progressif de la reconnaissance de la légitimité de l'État. Pour une raison assez simple, en fait, c'est qu'à l'époque du général de Gaulle, il fallait avoir 50% de vote minimum réel pour être président, et il y avait une certaine légitimité, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on peut être élu avec, je sais plus, 20% de vote, peut-être un peu moins. 20% de vote, 70% d'abstention sur le vote. Au final, il y a 300 000 personnes qui ont voté pour toi sur 70 millions. Et l'État est moins légitime. On a eu la crise des Gilets jaunes, on a, je pense, perdu une partie de la vision de la légitimité de l'État dans les banlieues bourgeoises, on va appeler ça comme ça. Je ne suis pas sûr que la crise du Covid fasse beaucoup de bien non plus dans la perception de l'État. On a d'un autre côté des taux de prélèvement qui sont extrêmement élevés. On dépend énormément de l'État. Est-ce que l'État parviendra à long terme sur une crise économique à satisfaire tout le monde ? Franchement, je ne crois pas du tout que la menace islamique soit la plus importante. Moi, je vois plus une baisse de... En fait, on aime bien cette idée d'un État qui s'est construit sur l'idée d'un État-providence, d'un État divin, pour reprendre la formule de Carl Schmitt, c'est-à-dire que la conception moderne de l'État s'est calquée sur s'est transposée sur la théologie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un État qui, justement, a le monopole de la violence via la police. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la police est toujours apte à tout le temps intervenir ? Il y a des zones de non-droit, patati patata. Monopole de l'État sur la connaissance via l'éducation nationale. Est-ce que l'éducation nationale est vraiment apte à remplir sa mission ? Je crois qu'on vit aujourd'hui une période où l'éducation nationale est beaucoup plus remise en question qu'à l'époque de Jules Ferry. Et sur pas mal de paramètres, que vont devenir nos retraites. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. En tout cas, moi, je ne crois pas au maintien, à cause du problème démographique notamment et des crises économiques à venir, de la capacité de l'État à assurer les retraites. Moi, je pense que je cotise
tout en sachant que je n'aurai droit à rien. Donc je ne crois pas en ce paradis terrestre qui est proposé par l'État. Bref, l'État... Paradis terrestre de la retraite, c'est beau ça. Mais oui, je pense que c'est une transposition. Je pense que Carl Schmitt n'a vraiment pas tort, quand ce célèbre juriste allemand, quand il explique que finalement Dieu, que l'État est un Dieu terrestre et qu'on a cessé de croire au Dieu. Alors ça, c'est pas Carl Schmitt qui le dit, mais on a cessé de croire au Dieu. On a cessé de croire au Dieu et on a notamment l'État-providence qui a remplacé Dieu. La question, c'est est-ce qu'on va continuer longtemps à y croire? Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui un peu en crise? Je crois qu'il est en crise et je pense que cette crise, elle est bien plus importante pour lui parce qu'elle est structurelle, contrairement à l'islam qui me semble être une crise plus limitée et peut-être plus temporaire. Il y a eu d'autres crises très importantes, par exemple la crise anarchiste dans les années 1800, je ne sais plus combien, parce que je ne suis pas parfait en histoire. 90, dans ce zoo-là, fin du Il siècle, me semble que oui, ça doit être il y quelque avait chose des comme attentats ça. anarchiques à Strasbourg, notamment 97, je crois. Il y a eu des ils attentats... en parlent dans Sherlock Holmes, non? Il y a eu des attentats C'est pour ça que je le anarchistes. sais, hein, t'inquiète. Avant, à l'aube de la Première Guerre mondiale, lui. Et bon, après, l'État a réussi à reprendre les choses en main, mais le mouvement anarchiste n'était pas suffisamment structuré. Et puis surtout, il n'y avait pas de raison dans la société. Il était juste pour lui-même. Anarchique. Il était anarchique. Mais bon, malgré tout, l'anarchisme n'est pas l'absence d'ordre, comme dirait Michel Onfray. Oui. Mais bon, quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a des problèmes structurels qui sont bien plus importants aujourd'hui pour l'État, qui peuvent amener à sa perte de légitimité plutôt que simplement la crise islamique. Là, j'ai beaucoup, là, je me suis attardé sur ça parce que c'est aussi le sujet qu'on a aujourd'hui. Mais je pense effectivement, ce que tu dis, en fait, ça m'a fait penser au Covid. Tu as dit, on a les chances de mourir d'un attentat qui sont ridicules, en fait. D'un point de vue statistique, c'est ridicule. On regarde les chiffres du Covid. Là, on est en train de se branler sur les morts du Covid. Enfin, pas littéralement, parce que ce serait dégueulasse. Sauf si t'es Radisson, mais ça, c'est un autre débat. On continue. Pardon. Voilà. La prochaine fois, utilise un autre mot et comme ça, c'est mieux. Allez, c'est dit, c'est fait. Le truc, c'est que le Covid, en soi, c'est une crise qui, vu qu'elle est maintenant, elle est neuve, elle est nouvelle, ça nous fait frétiller, c'est sexy, ça fait le l'audimat. Mais c'est quelque chose qui, à l'échelle de la mortalité mondiale, n'est pas, je pense, ne mérite pas autant. Il y a des potentialités de mortalité qui sont quand même... voilà. Mais bon, c'est ça, mais déjà, dans le c'est débat ce qu'on Covid, disait hein, encore parce avec que là, Victor quand on arrivait toujours dans le tram avec Victor, on disait que... c'est passé on des s'enregistre dans le tram. Ouais, clairement. Demande à la CTS, on te fait toute une émission. Il y a cette peur de la mort aujourd'hui. On veut laisser mourir personne. Le débat du droit à la vie en est un parfait exemple. On veut laisser mourir personne. Alors aujourd'hui, quand forcément d'un coup, il y a 3000 personnes qui meurent d'un truc qu'on n'arrive pas à comprendre, on arrête tout le pays, c'est fini, on n'a plus le droit de bouger parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Oui, après, Voilà. bon, après, à mon avis, tu as un problème de droit aussi. C'est-à-dire que Fabius s'en est sorti avec la crise du sang contaminé. Si maintenant le président Macron décidait, on assume le fait qu'il y aura des morts, est-ce qu'il risque pas aussi après des problèmes juridiques? J'en sais rien. Il n'a pas vraiment le droit de nous dire bon bah écoutez, peut-être qu'il y en a qui vont mourir, peut-être je vais mourir, peut-être toi tu vas mourir. Il n'a pas vraiment le droit de dire Je ça. pense aussi. Voilà, ce que je disais ça, c'est que là, en parlant de ce problème islamique, en fait, c'est pas un symptôme. Ouais, si, c'est un symptôme en fait de ce problème beaucoup plus profond sociétal de manque de confiance, comme je dis, manque de confiance envers l'État, parce que commence à se tourner vers la religion, se tourner vers le pays. Le problème, c'est qu'une religion, un État à 70 millions avec la même religion, ça marche pas. Ou alors, on fait un État musulman, un État chrétien, un État judaïque sur Terre, et c'est terminé. Et on sort pas de nos frontières. Mais que ça, en fait, cet attentat, et je m'attarde autant là-dessus, et je dis que c'est très grave, parce que pour moi, ça l'est, c'est une marque de déficience envers l'État, comme ça peut être vu comme la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire, on renie l'État, mais là, on le renie quand même de façon très violente aussi, et de façon extrêmement symbolique. Et l'histoire, c'est une succession de symboles. Mais après, moi je pense que, parce que tu redis ce que tu disais avant, et je suis d'accord, mais la question c'est, est-ce que c'est un acte isolé d'une personne plus ou moins isolée, voilà, je vais nuancer, ou est-ce qu'effectivement c'est vraiment un mouvement sociétal, une masse de population, où effectivement il y a un problème différent à aborder. Victor, et après je crois qu'on conclut. Je pense pas qu'il y ait forcément un mouvement dont ce mec fasse partie. Je pense que ce type-là utilise une situation à son avantage. Et tous ces gens, toutes ces personnes, tous les extrémistes religieux ou économiques ou etc. ou politiques, se sont toujours servis de situations de crise pour arriver à leurs propres intérêts. Et je trouve que l'État a une responsabilité très importante là-dedans
qu'on ne veut pas admettre. On parle là aujourd'hui avec la situation de Samuel Paty, du problème des musulmans en France, de tout ça, mais je trouve qu'on n'a pas assez remis en question la responsabilité justement de nos politiques et de l'État. J'ai entendu, quand tu lis sur Internet, tu trouves plein d'infos, il y a plein de sites différents, il y en a qui disent que c'est d'autres profs qui ont donné les infos personnelles de Paty aux terroristes, il y en a qui disent que lui, il était déjà allé voir sa direction à propos de problèmes similaires, qu'on lui avait dit faites pas de vagues, etc., etc. Mais je trouve que ça a été très peu, c'est très très en sous-main, pas vraiment admis, c'est plus les musulmans, ils sont chauds quand même, voilà, et puis l'État, non, nous on n'a rien à voir, nous on défend la veuve et l'orphelin. Et c'est un peu ce qu'exprimait Alexis avant, et je trouve que c'est important de le dire. Et c'est ce que je disais aussi avant avec la peur, c'est que c'est surtout l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, c'est l'islam, ensuite ce sera le Covid, après ce sera un autre problème, mais en attendant derrière, ces mecs-là, ils s'en mettent plein les poches, ils continuent à être au pouvoir, ils continuent à faire leur petit bis de leur côté, et nous, on est là comme des cons à courir dans une cour, à se taper dessus, à dire des bêtises pendant qu'ils nous regardent comme des profs dans une cour de récré, à se dire mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces gosses, quoi. Tu vois, je trouve que c'est très infantilisant le comportement politique qu'ils ont envers nous, c'est qu'ils ont toujours l'air de nous expliquer quelque chose qu'on n'a pas compris. Et surtout, ils refusent que nous, on en fasse notre propre interprétation. Et du coup, ils ont ces comportements-là, ce discours-là, qui va faire que c'est eux qui nous donnent la bonne parole, c'est eux qui prêchent. Je veux dire, je suis désolé, mais les politiques sont les nouveaux prêtres. C'est ce que disait le nouveau Dieu, c'est l'État. Et à ce compte-là, les religions ont leurs apôtres, leurs prophètes, etc. Et aujourd'hui, le nouveau prophète français, c'est le gouvernement, c'est le président de la République. Et ils veulent qu'on les écoute absolument. Et aujourd'hui, ils sont dans une situation de défiance qu'ils n'ont jamais vue depuis 50 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que De Gaulle est quand même arrivé au pouvoir dans une situation de crise complètement. Et que là, aujourd'hui, on voulait De Gaulle qui revienne avec ce qui s'est passé en Algérie, etc. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas tellement besoin de l'État, en réalité. Pas besoin de l'État. Ok. Peut-être. En tout cas, il y en a qui le remettent en question, tu vois. Ok. Tu me dirais ça aux États-Unis, moi je dirais oui, certainement, il y en a qui croient ça. Mais en France, quand même, il y a une culture de l'État. Ouais, d'accord. Imagine, tu dis aux gens, demain, il n'y a plus de sécurité sociale, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus... même l'éducation nationale, ça sacro-sainte. La défiance du gouvernement. Tu vois, c'est cette situation, on ne fait plus confiance à nos politiques, on n'a plus de participation aux élections, ce genre de choses. Il y a quand même une remise en question de notre système politique actuel. D'accord, la gouvernance alors. La gouvernance, oui. Alors de l'État, pas forcément, excuse-moi, je suis peut-être mal expliqué, mais on a peut-être plus besoin de nos gouvernants. On a peut-être plus besoin justement qu'on nous dise quoi penser, qu'on nous dise quoi faire. De toute façon, la crise des Gilets jaunes, en partie, s'appuyait sur l'idée d'une démocratie plus directe, de l'idée d'une meilleure représentativité, etc. Ça, c'est dans l'air du temps. C'est impossible, c'est totalement impossible de faire une représentation plus directe aujourd'hui, les gars. On est 70 millions, merde. C'est juste ça. On a eu la Troisième République était bien plus parlementaire que la Cinquième République et extrêmement présidentielle. Rien n'empêche qu'on retourne sur un régime parlementaire qui est par définition beaucoup plus représentatif parce qu'il prend mieux en compte la proportion des forces politiques qu'un régime présidentiel comme c'est le cas actuellement, où l'Assemblée nationale ne sert quasiment à rien, le Sénat sert juste à dire une fois de temps en temps « Oh non, oh bon, allez ». Et du coup, non mais franchement, on est dans un régime présidentiel. Oui, mais parce qu'on a vu en fait les dérives du parlementarisme aussi, et que le problème... Mais est-ce que c'était un problème ? Est-ce que c'est un problème en Belgique, ils n'ont pas eu de gouvernement pendant 18 mois. Dites-moi. En Belgique, ils n'ont pas eu de gouvernement pendant 18 mois. Est-ce qu'ils sont morts ? Mais c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu parlais du parlementaire. Moi, je parlais du problème de la représentation de la démocratie directe, en fait, qui est un truc qui fait fantasmer, parce qu'on veut que chacun ait déjà la parole, que tout le monde ait la parole. Alors, encore une fois, je vais citer. Oui, d'accord. Mais c'est juste parce qu'on passe d'un extrême à l'autre, je pense. Voilà, tu sais ce que je veux dire. Churchill, la démocratie, citoyen moyen, 5 minutes, vous avez compris. La parole de tout le monde ne devra pas avoir le même poids. Mais le problème, c'est que le parlementarisme, je trouve, c'est aussi le problème du présidentialisme, c'est un mec qui décide de tout. Le parlementarisme, c'est beaucoup de mecs qui décident de rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Je te faire kick Fatormi. Pardon. Il est devenu naturel. Le problème, c'est que Victor le disait, et tu l'as repris là-dessus, c'est pas l'État en tant que tel qu'on renie, c'est le système. Où il y a une caste. Putain, j'ai l'impression d'être d'un mec d'extrême droite. Ouais. C'est qu'il y a une caste, une oligarchie avec leur gabegie. Politico-médiatique. Voilà. Politico-médiatique, il faut que tu dises le mot. Politico-médiatique, oui. Non, mais c'est ça qui, quoi qu'il en soit, c'est vrai. Il n'y a jamais le fumée sans feu. Qui, en fait, voilà, cette espèce d'entre-soi nauséabond
qui ne fout rien, on le disait encore dans le tram, c'est le mot de l'émission, on le disait dans le tram, qui réagit au lieu d'agir. Ouais. Croya, t'es président de la République, t'es gouvernement d'une des plus grandes puissances du monde, t'es censé agir, pas réagir. Tu peux pas réagir à ce genre de truc. La crise du Covid montre à quel point... qu'est-ce qu'ils font en fait? Ouais, t'as l'impression je finis. T'as l'impression en fait d'être à ton taf, t'es planqué, tu fous rien. Et dès qu'il y a un problème sur ton truc, merde, tu te retrouves la tête sous l'eau. Comment est-ce que je justifie le fait que je n'ai absolument rien anticipé et rien prévu pour préparer cette crise? Parce que je ne suis pas capable de gérer mon pays, que les plus grands systèmes de l'État, à savoir le système de soins, ne marchent pas. Voilà, le Covid, c'est le problème de la prérogative de soins de l'État. Le système de soins de l'État ne marche pas alors qu'on a mis un max de pognon dedans avec tous les impôts. Le problème de l'islamisation, c'est le problème de l'éducation nationale. Il ne marche pas alors qu'on a mis un max de pognon avec des millions d'impôts. En fait, ces problèmes de la crise islamique et de la crise sanitaire sont, à mon sens, je dirais, les feux, pas les feux d'artifice, mais comment dire, aidez-moi. Les feux d'alarme. Les feux d'alarme. Le Gondor. J'allais dire le Gondor pour une fois que j'ai la référence. Est-ce qu'on est un peu le Gondor? Est-ce qu'on n'est pas des Gondor? Voilà, c'est un peu des feux d'alarme en fait de tous les problèmes qui vont pas en fait, et on dit à l'État, oh, qu'est-ce que tu as fait en fait pendant toutes les années? Qu'est-ce que tu as fait de tout le pognon qu'on t'a donné? Il est où maintenant qu'on est dans la merde et maintenant qu'on a besoin de toi? Où est tout le pognon qu'on a mis dans les hôpitaux? Où est tout le pognon qu'on a mis pour l'éducation de nos enfants? Il est où maintenant? Et là, tu as l'État, ça commence à parler chinois. Est-ce que c'était le sens du propos et est-ce que c'est le mot de la fin qu'on va se laisser, Alexis Victor? Clairement, si on invitait un comptable parmi nous et qu'il nous faisait le comparatif entre le taux de prélèvement en France et l'efficacité de l'État, je pense qu'on serait à un niveau très très faible à l'échelle mondiale. Après, je pense que l'un des problèmes aussi, c'est que tous nos dirigeants viennent des mêmes écoles, notamment de l'ENA, qu'on y va sur la base d'un concours où on nous explique qu'on est les meilleurs du monde, où on s'auto-glorifie, on est aussi entre soi, etc. C'est difficile de se dire que d'avoir une certaine humilité, de se remettre en question, de faire appel à d'autres personnels, des personnes qui n'ont pas fait les mêmes écoles que soi. Parce que fondamentalement, l'ENA, c'est je ne sais pas combien de ministères, et cela depuis 50 ans. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau des écoles et de la façon dont on choisit ou de la façon dont nos élites émergent? Je pense que là-dessus, l'ENA, il faut réfléchir à son avenir ainsi que Sciences Po. Ouais, on a un petit peu dévié de notre sujet, mais ok, c'est pour la conclusion qui termine sur l'annexe proposée par Pierre. Victor, le mot de la fin? Quand on arrêtera de croire que nos politiques bossent pour nous, on s'en sortira déjà peut-être un petit peu mieux. Ouais, ok. Pierre, allez, t'as le droit à un petit bonus, il y a un mot de la fin? Non. Si. Ah si. Comme celui que je dis à chaque fois et que Jacques Brel disait aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas cité. C'est vrai, il manque presque. Apprenez par vous-même en fait. Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure, soif de savoir. Merci. Allez, bref, comme quoi la boucle se boucle comme il faut pour cette émission. Il n'y a rien à voir. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve le mois prochain pour, encore une fois, un temps de convivialité, de discussion sans tabou. Et ça fait du bien. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais je trouve que ça fait du bien comme ça d'échanger en simplicité et en ayant l'objectif de chercher le plus de profondeur possible. Entre fils de pute. Merci. C'était mon mot suivant, bien sûr. Avec l'envie Quel terme Vas-y, dis-le. De faire son mieux et de se remettre en question. Non. Dis-le. Attends, tu viens de nous faire l'apologie de parler sans tabou et tu le dis pas? Non, après, justement, j'exerce ma liberté. Parle chinois. Allez, c'est sur ce mot de la fin et merci Pierre pour ce petit taquet. Qu'on se quitte et on vous dit au mois prochain. Ciao, bye bye. Salut Cédric. Ciao.